Bonjour à tous, bienvenue sur le format Cap Numérique de Digitalis Future saison 4 Énergie. Je suis Julien Delrio et je serai ravi de vous accompagner sur tout ce webinaire. Alors, donc vous êtes là dans le cadre de Digitalis Future, un programme sur la transformation numérique qui traite, comme je l'ai dit en introduction, de la filière énergie là, pour les semaines qui restent jusqu'à mi-mars. Vous pouvez suivre les actualités de Digitalis Future et le live tweet sur le compte @digitalftr ou avec le hashtag digitalftr. Donc n'hésitez pas à commenter sur Twitter, c'est toujours agréable. Cette saison est sponsorisée par EDF et vous allez voir Muriel Biasato juste après va pouvoir prendre la parole. Cette saison a été construite notamment parce que nous, Digital Centres, cluster des entreprises du numérique, nous sommes spécialisés du numérique, mais pas de la filière énergie. Donc, on s'est accompagné d'un noyau dur de partenaires que vous voyez affichés là à l'écran et que vous pouvez retrouver sur le site de la plateforme. Cap numérique, c'est quoi? C'est la deuxième étape de la saison. C'est un format qui arrive après le filière Explorer, qui était la présentation de la filière énergie. Donc, vous pouvez retrouver le replay en ligne, encore une fois, sur la plateforme. Le lien est à la fin de la présentation. Et c'est un format qui, à travers 6 cas d'usage métiers, vont vous proposer 6 solutions numériques et donc pour vous aider à appréhender où sont les leviers du numérique dans la filière énergie. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, ces 6 cas d'usage ne représentent pas l'entièreté des besoins. Mais ça permet de comprendre ces sujets-là. Je laisse la parole à Muriel qui va pouvoir faire le petit mot d'EDF. Bonjour à tout le monde, c'est bon, vous m'entendez? On t'entend très bien. Super. Bon, écoutez, je suis donc Muriel Biasiato, je suis en charge de l'innovation et du numérique pour le groupe EDF en Occitanie et je suis ravie d'être là, même virtuellement à vos côtés, pour ce cap numérique de cette saison, cette nouvelle saison. Peut-être rapidement, j'ai resitué, je sais qu'on a très peu de temps, resituer EDF en Occitanie. EDF en Occitanie, c'est près de 9000 collaborateurs qui viennent travailler pour produire et vendre une énergie décarbonée à 97%. Donc, on a tout l'aval, la production qui passe par l'énergie nucléaire, l'énergie hydraulique, l'énergie renouvelable, éolien, solaire, biomasse, autoconso, et plutôt l'aval, la partie service énergétique, la facture d'électricité telle que vous la connaissez, mais également les services type Dalkia, gestion efficacité énergétique des bâtiments, cité LUM, éclairage public. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, moi, et pourquoi on est partenaire aussi de cette saison, c'est qu'aujourd'hui, on est percuté par des transitions qui sont la transition énergétique et numérique. Aujourd'hui, les usages de l'énergie, ils évoluent. Les consommateurs deviennent des acteurs, on appelle ça des consommateurs. Ils deviennent également des producteurs. On a certains d'entre nous avant des panneaux solaires. Les objets connectés se multiplient dans les foyers, dans l'espace public. La mobilité se réinvente, s'autonomise. En gros, la transition énergétique s'accélère pour lutter contre le réchauffement climatique et on en est ravis. Et le numérique et les innovations viennent contribuer à cette accélération. La révolution numérique, elle redistribue aussi les cartes de l'énergie parce que, comme je vous le disais, tout change. Il y a eu un grand effet de mode de smart, mais malgré tout, voilà, où on met de l'intelligence dans la maison, smart home, smart charging, smart building. En gros, les capteurs, le digital, l'intelligence artificielle, ça vient ouvrir un nouveau champ des possibles pour plus de performance et venir encore une fois booster cette transition. Donc, on voit bien que nous sommes dans une société en transformation et que EDF souhaite se positionner et se positionne est un acteur de ces transitions. Alors, comment on agit? On agit au quotidien par notre R&D également, des travaux de R&D, mais également par des solutions que nous co-développons avec des entreprises locales et nationales, des entreprises du numérique notamment. Donc, en termes de numérique, ce qui est peut-être important de savoir, c'est que EDF lui-même propose des solutions numériques. Nous sommes promoteurs de solutions dans la gestion de bâtiments intelligents, comme je vous le disais avec Dalkia, de l'optimisation industrielle, par exemple avec des jumeaux numériques. On a une filiale Startup Interne qui s'appelle Metroscope, qui propose des jumeaux numériques. On a également des systèmes de batterie intelligente et de flexibilité de mobilité avec Drive et Nuve, une startup californienne que nous avons racheté il y a quelques années. Et puis, bien sûr, toutes les solutions numériques que nous proposons à nos clients, tels que les sites web, les applicatifs pour se connecter, gérer l'efficacité de sa consommation ou de ses installations.
Et bien sûr, toutes ces solutions, nous, pour les rendre plus performantes, nous les développons et nous nous associons à des entreprises du numérique comme vous. En partie, certains intervenants, nous collaborons, je pense à Cirea, ensemble sur le développement de solutions. Et puis, nous sommes aussi des clients du numérique en tant que grand groupe. Nous sommes promoteurs, mais aussi clients, de par nos solutions bureautiques, déjà, par exemple, nos sites web, nos applicatifs métiers, et ils sont nombreux, qu'il faut maintenir. Les outils de pilotage industriel, nous sommes aussi surtout une grande industrie, EDF. Et puis, bien sûr, pour cela, on a besoin de rester connecté à tous ces acteurs. Et donc, le partenariat avec Digital Centres que nous avons depuis de nombreuses années, il est pour nous incontournable puisqu'il nous permet de rester connectés et aux technologies et aux acteurs locaux aussi qui sont présents en Occitanie. Donc, nous sommes ravis de découvrir des nouvelles solutions qui vont bien sûr, l'objectif, c'est qu'elles répondent à des besoins que nous avons pour rendre plus performants nos métiers. Mais surtout, on cherche aujourd'hui l'efficience. Et dans nos choix, nous sommes très attachés à la responsabilité et à des solutions durables. Donc, la thématique du numérique responsable, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, nous allons écouter avec attention les solutions qui seront présentées. Merci Voilà. Muriel. C'est bon le timing? Ah là, on est parfait. Tu me laisses 30 secondes pour ma transition, c'est super. Donc, sur ce webinaire, on va avoir 6 interventions, comme je l'ai dit juste avant. Juste après moi, là, va prendre la parole DXC Technologies, avec François Dauphin pour prendre la parole. Donc, sujet, vous allez voir, on démarre sur le pilotage avec DXC, Cirea ou Solar Analytics. Puis, on va aller vers l'optimisation et puis après, on finira à la fois avec Celsius sur l'anticipation et l'estimation du potentiel de géothermie et avec le CEATech, comment on peut aller sur des projets innovants grâce au numérique pour l'énergie. Je laisse donc la parole de suite à François et je libère le partage d'écran. Hop. Est-ce que... Voilà. Vous me dites si ça passe au niveau de l'écran. Pareil, il faut re-inverser. Et là, on est bon. Inverser, décidément. Et on est parfait. Voilà, c'est bon, parfait. Allez, je lance le chrono. Je suis François Dauphin. Donc je travaille chez DXC Technologies, qui est une des principales ESN mondiales. On est 140 000 collaborateurs. Et je suis responsable au niveau mondial du marketing pour le secteur des utilities dans cette société. Ma formation, c'est une formation Supélec, option réseau électrique. Donc, je suis plutôt un spécialiste du pilotage des réseaux électriques. Je vais démarrer la présentation pour parler donc de la transition énergétique et de voir comment ça va impacter les systèmes de contrôle des réseaux électriques. Donc récemment, je fais ici référence à une étude qui a été publiée il y a quelques mois par le RTE, qui a étudié comment on pourrait potentiellement réduire à zéro, supprimer complètement toutes nos émissions de carbone sur un horizon de temps qui est d'ici 2050. Et la conclusion de cette étude, c'est qu'il y a plusieurs manières de s'y prendre, il y a plein de manières de s'y prendre. Donc, il n'y a pas de souci particulier sur le fait de pouvoir le faire ou pas. La question, c'est de savoir quelle technique on prend. Le RTE a sorti 3 scénarios qui sont 100% énergie renouvelable et 3 scénarios dans lesquels une partie de la production reste nucléaire. Donc, il y a 6 scénarios possibles. Ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est 4 choses, on va dire. La première, c'est que tout ce que vous lisez dans la presse, comme quoi on ne peut pas y arriver ou qu'avec des énergies renouvelables, ce n'est pas possible, si on n'a que des énergies renouvelables, etc., c'est faux. Tous les scénarios qui sont là fonctionnent parfaitement, tous les jours de l'année, sur plusieurs années, et y compris dans un environnement météorologique qui aura changé en 2050, particulièrement sur les rivières, le Rhône et la Garonne, qui seront très impactées en matière de flux dans le futur. Ça marche, donc on n'a pas de problème. La deuxième chose, c'est la première recommandation du RTE. On ne peut pas y arriver sans faire un effort significatif en matière d'efficacité énergétique, bien supérieur à ce qu'on a aujourd'hui.
d'un ordre de 2 à 3 fois plus. On ne peut pas non plus y arriver sans un développement massif des énergies renouvelables. Tous les scénarios qui sont là ont tous un développement massif des énergies renouvelables. Donc, ce n'est pas la peine de discuter le fait qu'il en faille ou pas, on aura un développement massif des énergies renouvelables. La dernière chose, et c'est la bonne nouvelle, c'est que quels que soient les scénarios, y compris les plus chers, la facture énergétique pour le client final va baisser. Elle va monter parce qu'on va consommer plus d'électricité, mais on n'aura plus de facture de pétrole, plus de gaz, plus de charbon. Et quand vous prenez la somme de l'ensemble des scénarios, le seul scénario qu'il ne faut pas suivre, c'est celui qu'on suit aujourd'hui, c'est-à-dire de continuer avec le pétrole et le gaz. C'est le plus cher de tous. Et on est en train de l'observer actuellement, et c'est que le début. Les factures flambent et on n'est pas arrivé au bout. Même sans la flambée qu'on a connue dernièrement, de toute façon, le scénario actuel est beaucoup trop cher. Et accessoirement, il nous oriente dans des directions climatiques et qui sont complètement irréalistes sur le moyen terme. Alors, ces scénarios, ça veut dire, quoi qu'il advienne, un volume important d'énergie renouvelable, qui vont être de 40 à 100%, mais de toute façon beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et donc, on a un problème de gestion de la flexibilité. C'est ce que vous lisez dans la presse tout le temps. Oui, mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus ni vent, ni soleil, etc. Et bien, ce qui se passe, c'est assez simple. Il n'y a pas, de nouveau, il n'y a pas de problème. Il faut faire des choix sur la manière dont on va gérer les choses, mais il n'y a pas d'impossibilité. On va avoir 3 principaux modes de gestion de la flexibilité. Sur tout ce qui est stockage long terme, on va utiliser de l'hydrogène. Et pour ce qui est du stockage à court terme, on va avoir 2 technologies principales. Le lithium, qui va être une manière, les batteries lithium, qui vont être une manière structurelle de faciliter l'injection des énergies renouvelables sur le réseau sans avoir à faire d'investissement trop important dans le réseau. Et il va falloir développer la gestion de la demande. Donc, la gestion, piloter la charge qu'on appelle sur le réseau. Et là, c'est intéressant de noter, j'ai pris ce sont les chiffres du RTE pour vous donner un ordre de grandeur. Si vous voulez piloter la charge avec des turbines à gaz, comme on a aujourd'hui au méthane ou à l'hydrogène, c'est grosso modo, ça va vous coûter l'équivalent de 100 € par an, là où, pour la même chose, vous auriez à investir seulement 6 € par an pour piloter la demande avec des technologies de type pilotage de la demande. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, le moyen le plus cher de faire, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de piloter avec des usines de production. Les batteries lithium vont très vite et sont déjà compétitives sur une partie du système d'ajustement du réseau électrique. En Allemagne, il y a la moitié du réajustement à très court terme, ce qu'on appelle les services systèmes qui sont produits avec des batteries lithium. Elles sont déjà compétitives, elles vont le devenir de plus en plus. Ce sera un ajustement structurel, mais la gestion de la demande finale, à terme, il faudra le faire en pilotant les bornes de recharge de véhicules électriques, les systèmes de recharge de voitures, les pompes à chaleur, les thermostats, etc. C'est la meilleure manière de faire, c'est la moins chère. Par contre, ça suppose à terme de pouvoir piloter de l'ordre de 250 millions d'équipements au niveau national. Donc, c'est un sujet qu'on va aborder maintenant. C'est comment on peut envisager de faire ça, est-ce que c'est faisable ou pas, et qu'est-ce qui nous manque pour y parvenir. Alors, je vais vous parler de 3 projets qu'on a faits qui donnent des pistes pour montrer qu'on a déjà en fait des technologies assez simples qui fonctionnent et qui permettraient de faire ça. Alors, le premier projet, c'est un projet qu'on a fait chez Tokyo Gas. C'est un système qui, à l'origine, a été développé. Donc, Tokyo Gas est une des plus grandes sociétés de distribution de gaz au Japon. Et ils avaient mis en place un système de télérelève de compteurs avec les technologies classiques, les mêmes technologies que celles qui sont utilisées par GRDF, qui sont un peu dépassées maintenant. Et on a commencé par changer ce système en utilisant des réseaux bas débit, du même type que Sigfox. Là, on a des réseaux LoRa là-bas, mais c'est les mêmes types de technologies que les réseaux Sigfox, de manière à pouvoir relever les compteurs à un coût bien plus faible que celui qui était historiquement observé. Donc, on a pu baisser les coûts à peu près de l'ordre de 30%. Et ce qui est intéressant dans ce système, c'est qu'à partir du moment où vous considérez le compteur comme juste un équipement connecté parmi d'autres, vous pouvez concevoir un système qui peut piloter d'autres types d'équipements. Et c'est ce qu'on a fait. Et Tokyo Gas a commencé à développer des offres de services de type domotique, notamment dans le sens pour faciliter en fait la vie à domicile des personnes âgées et faire en sorte que les personnes âgées puissent rester chez elles le plus longtemps possible.
Donc, en les équipant de technologies qui ne sont pas très chères, on peut s'assurer qu'une personne se lève, on peut savoir si elle a pris ses médicaments, on peut savoir si elle a mangé, on peut savoir si elle a fermé le gaz, on peut vérifier qu'elle a fermé la porte, on peut vérifier qu'elle reste dans un périmètre de sécurité ou géographique donné, pour les personnes qui sont atteintes par la maladie d'Alzheimer, par exemple. Donc, tout ça est mis en place et aujourd'hui, on a 300 000 clients chez Tokyo Gas qui utilisent des services de ce type-là et qui ont été développés. On voit bien que ces services-là sont des services dans lesquels on va se connecter à des équipements de manière potentiellement massive pour pouvoir, y compris, piloter ces équipements. Donc, typiquement, à distance, on peut fermer la porte le soir si la personne a oublié de fermer sa porte d'entrée. Ça marche déjà. Un autre type de projet qui est mis en place actuellement. Alors, le réseau pour communiquer avec les équipements est différent, puisque là, on passe par des box de type Wi-Fi, puis après, on va récupérer les données. C'est un système qu'on est en train de développer depuis nos centres de compétences IoT qu'on a sur la Beige et qu'on développe pour EDF. C'est un système dans lequel on va se connecter à des équipements, en l'espèce, ce sont des chaudières connectées, et à distance, on peut récupérer des informations sur la chaudière de manière soit à faire du dépannage à distance, soit à faire du diagnostic à distance, de manière à ce que quand la personne qui va venir réparer la chaudière arrive, elle est déjà au courant de ce qui s'est passé au niveau de la chaudière et elle a les équipements pour pouvoir maintenir la chaudière. Et la réparer directement avec un seul voyage. Donc, on réduit le nombre de voyages, on réduit les émissions de carbone et voire on les annule complètement dans certains cas de figure parce que le client peut parfois se dépanner tout seul. Ce type de système, on peut l'imaginer très bien, et on est en train déjà d'imaginer, comme pouvant gérer d'autres types d'équipements, comme des onduleurs photovoltaïques, pour faire soit du diagnostic, soit du pilotage. Il faut savoir qu'un onduleur photovoltaïque peut se paramétrer, et donc vous pouvez changer la tension ou le pourcentage d'énergie active, réactive que vous injectez sur le réseau. Donc c'est un équipement flexible, l'onduleur photovoltaïque, qu'on pourrait très bien piloter. Et puis à terme, on peut imaginer se connecter à des pompes à chaleur, à des bornes de recharge de véhicules électriques. On a tout à fait des technologies pour faire ça sans souci. Alors, une des difficultés, c'est de savoir où va être l'intelligence de tout ça. Est-ce que l'intelligence, on va la mettre du côté de la maison? Est-ce que l'intelligence, on va la mettre en centrale? Ou comment ça peut fonctionner? Alors là, je fais une analogie, c'est intéressant, avec ce qui se passe dans le domaine du pétrole. Alors, j'espère que très bientôt, on n'utilisera plus tous ces systèmes puisqu'on ne produira plus de pétrole. Donc, j'ose espérer que ces systèmes ne fonctionneront plus très rapidement. Mais en tous les cas, l'architecture, on peut l'imaginer de la même manière dans le domaine du pilotage de la demande. Une plateforme pétrolière, elle peut marcher toute seule. Elle n'a pas besoin d'avoir une connexion avec le reste du monde pour fonctionner. Elle fonctionne toute seule. Et pour autant, le fait qu'une plateforme pétrolière doive produire à son maximum ou à l'inverse, potentiellement réduise son flux de production, ça, c'est une décision qui vient de manière centralisée en fonction de l'évolution du prix des marchés et de la demande des marchés. Donc, on voit bien que là, on a un système qui est un peu hybride dans lequel une partie de l'intelligence est centralisée, une partie de l'intelligence est localisée, et on a des connectivités entre les deux via des réseaux qui sont parfois pas forcément opérationnels. On peut imaginer une architecture exactement similaire pour faire fonctionner le système de gestion future de la demande, avec une partie de l'intelligence qui sera du côté des fournisseurs ou des distributeurs, une partie de l'intelligence qui sera dans la maison et des connectivités entre les deux pour faciliter l'effacement. Alors, si on a à peu près tout ce qu'il faut aujourd'hui pour marcher, qu'est-ce qui nous manque? Et c'est l'objet de mon dernier slide. Alors là, je vais vous parler, là on va faire du futurisme, hein, mais je vais vous expliquer ce qui nous manque et ce qui, selon moi, ce à quoi va ressembler, selon moi, un système électrique digital demain. Tout ce qu'il y a là, j'en ai jamais entendu parler en France. Je n'ai pas connaissance du fait qu'il existe quoi que ce soit, ne serait-ce qu'en groupe de réflexion sur ces sujets-là. Et pourtant, à mon sens, tout ça, c'est indispensable. Alors, la première chose qu'il faut, à mon sens, c'est un système simple et standardisé de consentement du client.
tous ces systèmes-là, je ne peux pas imaginer que les clients puissent, comme on le propose aujourd'hui, aller voir en temps réel quel est le prix de l'électricité sur les marchés de gros et décider de modifier son thermostat en fonction du… Ça ne peut pas fonctionner. La seule chose qu'un client peut faire, c'est accepter ou pas plus ou moins de flexibilité sur certains de ces appareils. Et ce système simple et standardisé de consentement du client, il doit être effectivement homogène et national. C'est la seule manière pour qu'un système puisse fonctionner de manière totalement automatisée, tout en laissant au client la possibilité d'ajuster en fonction de ce qu'il souhaite pour son confort à lui. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir pouvoir identifier et enregistrer tous les équipements qu'on devra piloter au niveau national. Et donc, il faudra un système automatisé d'identification et d'enregistrement des machines qui seront pilotables, qui n'existe pas aujourd'hui. Il faudra probablement aussi standardiser les protocoles d'accès à un certain nombre d'équipements, qui sont tous les équipements les plus intéressants pour piloter la charge, les bornes de recharge de véhicules électriques, l'onduleur, j'en ai parlé tout à l'heure, les pompes à chaleur, le thermostat, qui sont les principaux équipements pilotables et qui offrent de la puissance en ajustement. Voilà. Il nous faudra un registre national des équipements. Et il nous faut, ce qui existe aujourd'hui à mon avis, mais de manière embryonnaire, mais qui n'est pas suffisante, il nous faudra quelque part avoir une entité qui gère l'ensemble des données énergétiques et carbone nationales et qui mette ces données à disposition en open source. Alors bien sûr, des données non personnalisées, c'est tout le débat qu'on a régulièrement avec les gens d'Enedis qui nous disent « oui, mais ces données-là, on ne peut pas vous les donner parce qu'elles sont personnalisées ». Certes, il faut dépersonnaliser les données, mais il faut absolument que ces données soient à terme disponibles sous forme d'open source. Là encore, on a un projet de ce type-là en cours en Belgique qui vise à faire en sorte que les données sur la qualité du réseau et l'état d'équilibrage des réseaux de distribution basse tension puissent être diffusées de manière fiable et sécurisée à l'ensemble des personnes qui le souhaitent, notamment aux gens qui sont capables d'équilibrer le réseau pour l'ajuster à la hausse ou à la baisse. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'organisme national. C'est l'opérateur de distribution qui fait ce travail-là. Le problème, c'est que des opérateurs de réseau, on en aura plusieurs à terme. On aura celui qui gère les réseaux de chauffage, celui qui gère le gaz, l'hydrogène et le réseau d'électricité. Donc, on va devenir multi-énergie et il faut absolument qu'un organisme multi-énergie puisse émerger à terme. Il reste 3 minutes. Oui. Il faudra que on ait un système qui permette aux différents distributeurs et transporteurs d'alimenter en temps réel cet organisme national avec des informations sur l'équilibrage du réseau et un système global d'échange d'informations entre les différents acteurs, ceux qui s'occupent du pilotage de la demande, les fournisseurs, les distributeurs, les transporteurs. Tous ces gens-là vont devoir s'échanger énormément d'informations pour faciliter l'équilibrage. Donc, il nous faudra un système d'échange de données informatisées dont le format reste à déterminer, mais qui va devenir ultra critique d'un point de vue fonctionnel, puisque c'est par ce système-là que l'ensemble de l'équilibrage, l'ensemble des réseaux d'énergie au niveau national va fonctionner. Donc, il faudra penser à un système de données et d'échange de données très sécurisé d'un point de vue cybersécurité. D'ailleurs, la politique de cybersécurité aussi devra être revue pour tout ce qui est des équipements pilotables, puisque vous avez sûrement lu de nombreux rapports sur le niveau actuel de cybersécurité des systèmes de domotique, mais c'est juste pas bon du tout. Donc, il faut absolument réussir à beaucoup mieux blinder nos systèmes de cybersécurité sur les équipements domotiques. Et ça, c'est un thème qu'il faudra aborder. Le dernier point, je pense, qui nous manque, c'est les problématiques de la CNIL. On va devoir traiter énormément d'informations. Si on veut être pertinent, il nous faudra des informations précises sur la consommation des clients avec la thématique de la confidentialité de ces données-là et de savoir comment on traite la confidentialité de ces données-là. Donc, je pense qu'il est urgent que la CNIL se saisisse de la problématique de la gouvernance des données associées aux équipements pilotables et des algorithmes qu'on pourra développer pour traiter ces équipements de manière à ce qu'on le fasse dans le respect des individus. Voilà. Donc, pour terminer en conclusion, on sait très bien développer un système totalement décarboné.
il y aura nécessairement un très gros volume d'énergie renouvelable, même si le nucléaire reste en place. Ça suppose de développer une demande, une gestion de la demande qui passera forcément par le pilotage de millions d'équipements. On a les technologies pour le faire. Il nous manque en revanche un très important volume de travail à faire pour faciliter et organiser les échanges d'informations, données, standardiser les protocoles et standardiser l'accès aux données. Voilà un peu la vision que moi j'ai sur le pilotage du futur de l'électricité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Et pour la précision du timing, je vais remettre ma vidéo. Il y a des questions dans les commentaires. On ne va pas avoir le temps de les traiter à l'oral. Par contre, si vous voulez y répondre, directement en texte, n'hésitez pas. Donc, après la vue un peu globale de DXC, on enchaîne sur Cirea, qui travaille sur l'optimisation, si je ne dis pas de bêtises, de certaines centrales photovoltaïques, je crois. Et donc, David, c'est à vous. Ok, je partage l'écran. Allez-y, je libère le mien. Oh zut. Est-ce que c'est bon, vous voyez mon écran? On voit l'écran, parfait. Il n'est pas plein écran, mais on voit. Alors, je le mets en plein écran. Est-ce que comme ça fonctionne ou... Ça a l'air. On a encore un peu les menus, mais c'est pas grave. Ok, bon, ça va le faire. Ok, donc très bien. Donc, moi, je m'appelle David, je suis en charge de la communication du groupe Cirea. Cirea, c'est une PME qui est basée à Castres, dans le Tarn. Ça s'entend un petit peu. Et on fait tout ce qui est installation photovoltaïque. On fait pas mal de systèmes en autoconsommation. Et on travaille avec justement des entreprises comme EDF, comme disait Muriel tout à l'heure, Enedis également, d'autres branches d'EDF, des grands groupes pour lesquels on développe des solutions de pilotage énergétique. Donc l'entreprise, pour aller vite, elle a un peu plus de 25 ans, on est 35. Et en fait, on a différentes activités. On a une activité historiquement qui est de l'automatisme, une autre qui est de l'électricité industrielle. Et on a associé ces deux métiers pour faire en fait de la gestion d'énergie, qui est une de nos principales activités aujourd'hui. Alors, sur les problématiques qu'on a chez chacun de nos clients, il y a une question qui revient souvent, c'est comment on peut optimiser le plus possible ce qu'on a à notre disposition comme ressources. Ça va être effectivement une centrale photovoltaïque, ça va être des équipements qui consomment de l'énergie d'une certaine façon. Comment on peut optimiser tout ça pour être le plus efficient possible? En fait, quand on a une installation photovoltaïque, si vous souhaitez utiliser le potentiel, le plein potentiel de l'installation, l'idée, c'est de pouvoir piloter les charges en fonction de la production que vous avez pour faire corréler la phase de production et la phase de consommation. C'est de cette façon qu'on a, nous, cette vision pour aller plus loin dans l'optimisation énergétique. Alors, sur la partie autoconsommation, sur laquelle on travaille beaucoup, je fais un rapide point là-dessus. L'autoconsommation classique, c'est quoi? C'est de dire, je produis de l'énergie, et en fait, l'énergie que je produis avec, là, en l'occurrence, avec du photovoltaïque, l'énergie que je produis, je vais l'utiliser pour couvrir mes consommations et ensuite, si j'ai un contrat de vente au réseau, je vais vendre le surplus. Donc ça, c'est bien pour alimenter, des machines, de l'éclairage, le chauffage, et cetera. Et nous, on va travailler sur ce qu'on appelle plutôt l'autoconsommation pilotée. C'est de dire, j'ai une production, en face, j'ai des consommations, je vais les couvrir, mais si j'ai un surplus d'énergie, je vais voir qu'est-ce que je peux déclencher ou piloter comme équipement avant de vendre au réseau mon surplus, de sorte à augmenter en fait le taux d'autoconsommation. Ça, je vais vous montrer de quelle façon c'est intéressant de le voir comme ça. En fait, si on prend l'exemple d'une entreprise qui a des salariés qui travaillent entre 8h et midi. À midi, les salariés partent manger. Donc, du coup, l'entreprise, les machines s'arrêtent, sont à l'arrêt. Il y a moins de consommation. Par contre, entre midi et 14h, avec du photovoltaïque, c'est le pic où on a essentiellement beaucoup d'énergie disponible. Et c'est pourtant le moment où c'est qu'on va peut-être consommer le moins dans la journée. Donc, quand on a ce trop plein d'énergie, quand on a cet excédent, on a plusieurs façons de le gérer. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on pilote l'onduleur pour lui? Parce que comme on disait dans la présentation précédente, effectivement, on peut piloter des onduleurs aujourd'hui. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on lui dit à l'onduleur? On lui dit de produire au moins pour couvrir uniquement ce qu'on a besoin. Ou alors de lui dire, tu continues à produire et tu envoies sur le réseau. Ou alors, on peut lui dire, on va produire en fonction de ce qu'on peut déclencher comme charge en face. Tout ça, ça va permettre en fait de faire corréler plus ou moins la production avec la consommation.
Pourquoi je vous parle de peut-être d'éviter de vendre au réseau et de prioriser le déclenchement de certaines charges? C'est parce qu'en fait, on va prendre le cas d'une entreprise classique qui a un tarif bleu à 36 kVA, par exemple, au compteur, et qui a une installation de 36 kW crête. Bon, eh bien, si on reprend notre exemple de tout à l'heure, dans l'usine, quand les salariés partent manger entre midi et 14h, nous, on va quand même continuer à produire. Donc, pour 1 kWh produit, si on ne fait pas de pilotage, qu'est-ce qui va se passer? Bon, ben, dans le cas le plus optimal, on va le vendre, ce kilowattheure, on va le vendre à 6 centimes au contrat qu'on a. Et ce qui va se passer, c'est que si on a besoin d'électricité plus tard dans l'usine, par exemple, les commerciaux ont terminé leur tournée, ils rentrent à l'entreprise, déposer leur véhicule électrique et le brancher. Ben, ce qui va se passer, c'est qu'à 19h, en général, il y a peut-être plus trop de soleil. Donc l'énergie qu'on va avoir besoin pour charger le véhicule, on va l'acheter au réseau. Et là, on va l'acheter 16 centimes à ce contrat-là. Donc la finalité, c'est qu'on aura dépensé 10 centimes sur ces deux créneaux. Par contre, si on fait du pilotage, l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'à 13h, au lieu de vendre au réseau le kilowattheure qu'on a produit, on va le stocker. On va pouvoir piloter des batteries pour stocker sur des batteries lithium, par exemple, on va pouvoir stocker ce kilowattheure. Et le soir, quand on va venir brancher le véhicule électrique, on va pouvoir le déstocker pour éviter de le soutirer du réseau. Et là, on va pouvoir commencer à faire des économies considérables. Donc ça, c'était un petit peu la vue, théorique, j'ai envie de dire. Là, on va rentrer un peu plus dans la pratique vis-à-vis du numérique. Comment ça s'articule tout ça? Puisque ça, c'est des choses qu'on développe et qu'on intègre aujourd'hui, hein. C'est pas des plans, et comment dire? Des estimations de ce qu'on peut faire, c'est des choses qu'on fait réellement. En l'occurrence, l'architecture, elle est constituée de cette façon, comme ce que vous avez sous les yeux. Donc une installation photovoltaïque avec, des onduleurs qui sont embarqués dans des armoires, des onduleurs, tout ce qui est, protection et cetera. Mais nous, ce qui va nous intéresser surtout, c'est la partie gestion d'énergie, c'est la partie au milieu, le gestionnaire d'énergie. Lui, il est intégré à l'armoire et il dialogue avec les différents équipements, donc les capteurs qui mesurent l'électricité, le courant, les différents flux, l'onduleur et cetera. On dialogue en mode bus et ensuite, on rapatrie toutes ces données vers des serveurs. On peut le faire en Wi-Fi et je vous montrerai après, on peut le faire de plusieurs autres façons. Donc ça, c'est vraiment l'architecture à voir, qui est vraiment schématisée, qui est très simple, mais qui permet de comprendre tout l'ensemble du processus, qu'on met en place pour pouvoir faire du pilotage. Donc au sein de l'automate, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ouais, le gestionnaire d'énergie, c'est purement un automate qui va, en fait, collecter des données d'entrée. Il va mesurer la production au travers de capteurs, mesurer la consommation, regarder si au niveau des bornes, on a des véhicules branché, par exemple. Et ensuite, il va traiter ces données. Il va faire des calculs, il va faire ses petits calculs dans son coin en se disant, bon, ben, si j'ai de la production qui est supérieure à la consommation et si j'ai un véhicule branché, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est quelles consignes je dois exécuter. Donc, les consignes qu'il doit exécuter, elles sont prédéfinies en avance. Et donc, du coup, en fonction des résultats qu'il obtient quand il traite les données, il va aller chercher ces consignes-là. Là, en l'occurrence, dans notre cas à nous, il regarde que si il a une production qui est supérieure à la consommation et un véhicule branché, il va injecter 100% de cette différence dans la borne de recharge. Et donc ça, une fois qu'il a cette information-là, il peut la transmettre et dialoguer aux différents équipements connectés sur le site, en l'occurrence la borne de recharge, par protocole OCPP, il va lui dire, bon ben, tu exécutes cette consigne-là. Donc l'exemple que je vous ai donné, il est assez simple, mais en fait, grâce à ça, on peut aller très très loin dans les différents usages qu'on va proposer aux utilisateurs. Là, j'en prends quelques-uns. Par exemple, on peut proposer à l'utilisateur de faire de la charge rapide, c'est-à-dire solliciter toute l'énergie disponible qu'on a issue du photovoltaïque, issue des batteries, et si besoin, on peut compléter avec le réseau pour faire en sorte de prioriser quand même au maximum l'énergie photovoltaïque sur le site. Donc ça, c'est dans le cas où la recharge rapide, c'est dans le cas où on veut charger le véhicule rapidement, on en a besoin pour telle heure et il faut qu'à telle heure, il soit chargé. Donc le système va faire en sorte de le charger à 100% pour telle heure. Mais il y a d'autres cas où c'est que, ben, on va plus être sur une notion de coût et non de temps, où on va pouvoir privilégier une recharge solaire, par exemple. On dépose le véhicule le matin, on sait que toute la journée, il va faire beau et qu'on en a besoin que le soir. Bon, bah, à ce moment-là, on n'est pas obligé de prendre une recharge rapide, mais on peut faire ce que nous, on appelle une recharge solaire, c'est-à-dire n'utiliser que l'énergie qu'on a en surplus au cours de la journée. Voilà. Donc ça, c'est différents cas et il en existe plein d'autres sur lesquels on peut travailler pour faire de la gestion d'énergie pour la recharge de véhicules électriques.
On a exactement la même chose hein, pour les systèmes de climatisation. Bon, je vais passer rapidement parce qu'après, le principe est un petit peu le même. Mais en gros, on peut aussi faire en sorte de piloter les climatisations et les consignes de température en fonction de l'ensoleillement. De sorte à, pareil, à faire des économies et à garantir en fait un confort quand même pour les utilisateurs. Je parle rapidement du stockage parce qu'on en a parlé dans la présentation précédente et c'est bien de le rappeler. Effectivement, les solutions de stockage aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait viable. Alors, on utilise beaucoup de lithium et on va en utiliser de plus en plus. Et il y a d'autres filières qui se développent, notamment sur les batteries recyclées. Nous, on intègre aujourd'hui de plus en plus de batteries recyclées. Donc, c'est des batteries qui proviennent de la filière automobile, des batteries qui sont pas en fait complètement mortes pour du stockage stationnaire et qui peuvent être réutilisées avec des garanties qui vont jusqu'à 10 ans parfois, voilà, pour du stockage stationnaire. Et c'est en termes de coût, c'est assez avantageux et d'un point de vue environnemental, c'est aussi très intéressant. Donc sur cette partie-là, ça s'intègre aussi sur des systèmes d'autoconsommation pilotés. On fait aussi de l'autoconsommation pilotée avec des systèmes de stockage hydrogène. On a un prototype chez nous à Castres, dans lequel en fait le surplus d'énergie, on va l'utiliser grâce à un électrolyseur, on va fabriquer de l'hydrogène. Alors nous, on s'en sert pas pour alimenter des véhicules hydrogène, mais avec des pressions différentes, on pourrait le faire. Par contre, on peut, grâce à une pile à combustible, quand on en a besoin, brûler de nouveau cet hydrogène pour le reconvertir en électricité. Bon, aujourd'hui, les rendements ne sont pas forcément, c'est pas l'idéal de point de vue rendement par rapport à une batterie. Par contre, pour le futur, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant et aussi sur le plan environnemental. Derrière aussi, le quatrième point intéressant sur la partie pilotage, c'est que ça va permettre de proposer des services au réseau. Là aussi, je vais passer assez rapidement, mais on va pouvoir programmer et faire tout ce qui est associé à de l'effacement pour les gros consommateurs, faire de la limitation d'injection en fonction des contrats qu'on a avec l'autoconsommation, ou même faire du backup, hein. Bon, nous en France, on n'a pas forcément cette problématique, mais le jour où le réseau tombe, par exemple, ça permet de déclencher des équipements en urgence pour en fait mettre en sécurité les machines, conserver une certaine alimentation dans les usines et en fait arrêter les équipements qui ne sont pas forcément vitaux pour l'entreprise où il n'y a pas de risque d'abîmer les équipements. Donc ça, c'était la partie, on va dire, la partie purement matériel. Là, on va passer vraiment sur la partie numérique. C'est tout ça, comment on joue avec en quelque sorte, comment l'utilisateur, on lui donne la possibilité de faire ce qu'il veut et de le faire correctement. Sur toutes les données qu'on rapatrie, on les rapatrie dans une grande base de données et on dialogue avec cette base de données pour faire en sorte que l'utilisateur puisse consulter des flux d'énergie en temps réel, qui voit exactement qu'est-ce qu'il consomme, voir qu'est-ce qu'il consomme, voir ensuite, qu'est-ce qu'il a consommé dans le temps, avoir des historiques et des bilans pour faire des totaux, faire des comparatifs de s'il est plus ou moins efficace sur les changements qu'il applique, dans son usine, sur son bâtiment et cetera. Et enfin avoir des alertes, enfin tout ça, c'est des choses qui sont assez classiques aujourd'hui dans les applications qu'on a, mais c'est on va dire la base qui permet, derrière de prendre des décisions, humaines, parce que l'utilisateur va, prendre des décisions sur la base de ce qu'il voit, mais aussi derrière de façon semi-automatique, avec du logiciel par-dessus. Heu, pour ceux qui sont dans la partie numérique, de savoir un petit peu techniquement comment ça fonctionne, c'est quelque chose de relativement simple, hein, par rapport à toutes les applications qui se font dans d'autres métiers. C'est une base de données MySQL qui fonctionne l'application fonctionne derrière en PHP et en Python pour certains scripts. Tout ce qui est front-end, donc ce que voit l'utilisateur, c'est en HTML, CSS et en JavaScript. On utilise certaines librairies pour tout ce qui est graphique et on dialogue en fait avec des requêtes Ajax vers la base de données pour garantir des affichages en temps réel. Bon, j'arrête là pour la partie un peu technique, j'ai envie de dire pour ceux qui ne sont pas trop dans la partie programmation. Juste, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que toutes ces données qu'on agrège dans une base de données dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, nous, c'est un outil qu'on a développé qui est une plateforme qui s'appelle Microserver et qui, comme vous le voyez, sur la partie gauche, ce sont les équipements qui vont rapatrier en Wi-Fi, mais aussi avec d'autres réseaux, type Sigfox, comme on a parlé tout à l'heure, ou LoRa. Quand on n'a pas forcément de Wi-Fi dans l'usine, bon, on va utiliser des réseaux radio. On va rapatrier ces données vers cette base de données. Et ensuite, on va avoir des surcouches, des applications clients qui vont dialoguer, comme je disais, en Ajax, en récupérant des données de la base de données voilà, pour visualiser selon l'interface idéale pour chaque client, visualiser les données qui puissent l'aider
à prendre les décisions pour son site, pour faire le pilotage le plus adéquat par rapport à son comportement. Bon, en gros, ouais, tout ce que permet de faire, le microserveur, c'est quoi? C'est gérer des équipements, gérer des variables, gérer des alarmes. Si par exemple la consommation d'une machine va trop loin, par rapport à ce qu'elle est censée utiliser comme énergie, ben alors on peut mettre des seuils d'alarme vis-à-vis de ça. On peut avoir des historiques d'événements, savoir que le salarié A a forcé le mode de charge rapide de la borne, par exemple, ou alors, beh, des profils, des utilisateurs des profils, gérer ces profils-là pour savoir qui a le droit de faire quoi sur les différents équipements. Tout ça, c'est pas Il du. reste 4 minutes, pardon, j'ai oublié de prévenir. Ouais, ça marche, pas de problème. Tout ça, c'est pas du virtuel entre guillemets, c'est quelque chose qui existe vraiment, qui fonctionne et qu'on utilise aujourd'hui. 2 slides, il me reste 2 slides sur les 2 approches que j'ai envie d'évoquer pour terminer. C'est l'utilisation de l'apprentissage. Ça, c'est quelque chose qui, par contre, est en développement et en fait, on va se baser sur les données historiques qu'on a aujourd'hui, qu'on accumule pour, déterminer des profils de consommation. Par exemple, le profil de consommation sur les semaines qui sont peu ensoleillées, de savoir qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit en fonction des données météo et aussi d'évaluer les scénarios qui sont possibles en fonction des consommations. Par exemple, si sur ces semaines, je fais de la recharge de véhicules électriques ou si j'en fais pas, quel est le scénario? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les états? Quelles sont les variations d'état des batteries, des différents équipements dans l'usine? Et en fait, par rapport à ça, on va pouvoir prédire le scénario idéal pour atteindre l'objectif qu'on veut. Par exemple, on va pouvoir déterminer s'il est plus intéressant à l'instant T de stocker l'énergie qu'on produit parce qu'on sait qu'à terme, on va en avoir besoin. Donc, ça va aussi permettre de dire s'il faut prioriser les charges de type A, B ou C, etc. Et enfin, ça va nous permettre, au final, de pouvoir alerter l'usager sur sa façon de consommer, en lui disant il risque ou pas de ne pas atteindre son objectif. Et ça va lui permettre, du coup, de façon semi-automatique, de réajuster ses comportements en disant: «Bon, ben là, il y a des équipements qu'on va piloter automatiquement, si lui est d'accord de le faire, et de laisser la main à la machine, ou alors de l'alerter dans le cas où c'est lui qui doit prendre la décision». Et le dernier point que je veux aborder, c'est le fait que, en fait, tout ça, ça peut paraître un petit peu virtuel parce que ça se passe, entre guillemets «dans le nuage», hein, mais on parle bien d'équipements pilotés qui sont des équipements physiques. Ce sont des éléments qui ont besoin de maintenance, qui ont besoin d'être gérés, surveillés et en fait, aujourd'hui, on a développé des solutions avec, notamment Enedis et EDF qui vont permettre, heu, toujours au travers de microserveurs, d'aller identifier les équipements et de pouvoir voir en temps réel sur l'équipement pour un technicien qui passe, qui fait de la maintenance, en fait, de rapatrier les données dans son outil. Ça peut être des lunettes de réalité augmentée, ça peut être une tablette et en fait, comment ça fonctionne techniquement? C'est juste identifier un équipement, ça peut être au travers d'un QR code et aller chercher en Wi-Fi les informations, sur la plateforme, web ou alors ça peut être, d'une autre façon. En fait, les automates, ils peuvent dialoguer en Bluetooth et donc avec une tablette, on peut très facilement aller récupérer les données en Bluetooth directement dans l'équipement, de sorte à, gagner du temps sur le rapatriement des données, mais aussi, s'il y a des problématiques de connectivité dans l'usine, ça permet de résoudre ces problèmes-là. Alors je parle dans l'usine, mais ça peut être ailleurs, hein, ça peut être sur des sites isolés, ça peut être dans plein d'autres cas. Et donc c'est pour dire que voilà, la partie numérique sur la gestion d'énergie, elle va même au-delà de la partie gestion, elle va vraiment sur la partie, globale qui va vraiment permettre de rendre le système totalement efficient à la fois dans la gestion des usages et à la fois dans la performance de chaque de ces équipements-là. 1 minute. Voilà, ben on y est, c'est bon, Oh c'est bah, terminé. Donc je vous remercie pour votre attention et s'il y a des questions, je suis disponible, n'hésitez pas. Merci. quelle efficacité. Je vois que là aussi, il y a des remarques, donc ne pas hésiter à y répondre directement dans le chat. Hop, alors je reprends rapidement la présentation. Hop, après Cyrea, c'est donc Jean-Baptiste Bessac de Solar Energy System Analytics qui va continuer à parler optimisation des centrales, de l'autoconsommation et ainsi de suite. Jean-Baptiste, vous pouvez prendre la main. Bonjour à tous. C'est bon, on est bon. C'est parti. Donc, bonjour, Jean-Baptiste Bessac, je suis le président fondateur de la société CESA, qui est une société éditrice de logiciels pour la prévision et l'estimation de la ressource solaire et qui émane donc, du laboratoire Promesse du CNRS sur Perpignan.
Aujourd'hui, je vais vous présenter un cas d'usage spécifique autour de l'autoconsommation de centrales photovoltaïques hybrides et plus particulièrement, on va regarder les enjeux de la prévision pour optimiser cette autoconsommation. Alors déjà, c'est quoi les centrales solaires hybrides? Donc, si on regarde un peu le mix énergétique qui est en route, ça se situe, ces centrales hybrides, plutôt sur des zones isolées où il y a un réseau de distribution qui est soit très, très peu fiable ou inexistant. Et elle se constitue à la fois donc d'une centrale solaire, donc ici elle est photovoltaïque, d'un dispositif de stockage, plutôt batterie lithium-ion, et de groupes électrogènes. Donc, on va cibler, nous, les applications industrielles liées donc, à ces centrales solaires hybrides, plus particulièrement les exploitations minières en zone isolée, donc qui disposent très rarement de réseaux électriques robustes à proximité. On peut également parler de off-grid. Et en général, ces exploitations fonctionnent avec donc, des générateurs à énergie fossile, soit du fioul lourd, ça peut être du diesel, ça peut être également du gaz. On voit apparaître un intérêt assez fort de la part de ces exploitants pour aller vers des systèmes hybrides, donc intégrer du renouvelable sur leur dispositif. Alors, pour plusieurs raisons. La première, pour réduire la consommation en combustible. La deuxième, c'est pour réduire le prix de l'électricité. Effectivement, maintenant, on en a parlé un peu en début de ce webinaire, mais effectivement, on a les prix d'énergie fossile qui explosent. Et ensuite, pour décarboner l'énergie qui est consommée par le site minier. Alors, plus particulièrement, le cas d'usage qui est ciblé, c'est un microgrid de centrale hybride pour une exploitation minière de cuivre. Il faut voir qu'il y a pour chiffrer un peu cet engouement, c'est qu'on voit qu'en 2020, la capacité totale de production en ENR alimentée par les exploitations minières s'élève à plus d'1 gigawatt. Donc, c'est quelque chose qui est un peu le vent en poupe et que généralement, ces centrales-là sont déjà alimentées donc, par des générateurs du coup, à fioul lourd. Et les enjeux pour les exploitants sont souvent des personnes tierces qui vont venir donc, développer et exploiter la centrale et vendre une électricité donc, à l'exploitant minier. Ce sont avant tout de garantir une sécurité d'approvisionnement en énergie, de décarboner cette énergie sur l'électricité qui est livrée. Et pour eux, c'est également de réduire en fait leur retour sur investissement projet tout en essayant de livrer une électricité qui est moins chère. On va voir donc comment les enjeux de la prévision et plus particulièrement la prévision à court terme à partir donc de caméras à grand angle de champ qui permettent en fait de filmer toute la voûte céleste au-dessus de la centrale, sont également appelés des sky majeurs, jouent un rôle important en fait dans le pilotage de ces microgrids. Donc, si on a une vue un peu plus schématique d'une centrale hybride, donc on retrouve les générateurs. Ici, ils sont au nombre de 7, de 5 MW chacun. Ces générateurs peuvent être pilotés par des organes de contrôle. Et c'est sur le site la première source d'énergie de production. On a ensuite donc, un champ photovoltaïque connecté à des inverteurs. Ça a déjà été évoqué, il y a un pilotage qui peut être fait sur les inverteurs. On a également des batteries de stockage, où il y a également des inverteurs pour alimenter en courant alternatif, on va dire, la charge. Et ensuite, donc, on a également une charge. Donc là, pour nous, ça peut être donc, un quartier, un réseau de distribution, mais pour nous, c'est une exploitation, c'est une consommation d'exploitation. Et en fait, on a un dispositif en fait, de mesure et de forecasting, donc de prévision, pour alimenter, et tous ces éléments vont alimenter en fait une intelligence, d'IEMS, Energy Management System, ou unité de gestion de l'énergie en français. Cet organe aura essentiellement pour rôle de collecter les données des différents outils, dispositifs, et également d'envoyer des ordres de commande donc à ces différents dispositifs, que ce soit sur le champ solaire, sur les générateurs ou même au niveau de la charge. Donc là, on a un champ solaire d'environ 20 MW crête de panneaux et une batterie de stockage lithium-ion de 20 MWh. Donc pour comprendre un peu plus les enjeux sur le pilotage de ce type de centrale, donc il y a un petit graphique qui illustre en fait une journée ciel clair, comment ça peut se passer sur une journée ciel clair. Alors, sur un site minier, on a une consommation qui est constante toutes 24 heures sur 24, hein, donc ça broie du caillou toute la journée. Et donc, on a une consommation ici de 30 mégawatts. Ce qu'on voit, c'est que sur une journée de ciel clair, on a donc le lever du soleil, une augmentation progressive donc, de la puissance, on va dire, solaire, ce
qui va générer par l'organe de pilotage un arrêt progressif des générateurs qui sont illustrés par en fait, les petites barres de verre qui représentent par palier chaque générateur. Et en fait, l'outil de commande va permettre d'éteindre par rampe en fait, différents générateurs en fonction de l'augmentation de l'ensoleillement. Et inversement, une fois passé le midi solaire, ben, on va réallumer des générateurs en fait, pour économiser en combustible, en énergie fossile sur la centrale. Donc, quels sont les rôles des batteries dans tout ça? C'est avant tout, le premier rôle, c'est de lisser la production photovoltaïque. Donc, on peut le voir par des petites pics un peu claires, c'est que la production, lorsqu'on a des légères variations de l'ensoleillement ou la production solaire, l'idée, c'est que les batteries vont permettre de lisser tout ça pour éviter notamment des surcharges des générateurs qui n'aiment pas trop en fait, ces fluctuations. Les batteries peuvent également jouer le rôle de contrôle en fréquence. Donc, sur le réseau, il y a un contrôle en fréquence qui est réalisé entre consommation et production. Tout doit s'équilibrer à la seconde. Dès qu'en fait, on a un décalage de l'une ou deux composantes, en fait, on a des déséquilibres en fréquence et les batteries peuvent jouer ce service-là. Elles permettent également de déplacer les charges. Donc là, on le voit par les petites pics au-dessus de la courbe rose, c'est la production solaire qui a été chargée dans les batteries. On peut imaginer que donc, en fait, plus cette énergie chargée dans les batteries peut être redispatchée le soir quand il y a moins d'ensoleillement. Et elles peuvent également jouer en fin de réserve tournante. C'est des réserves d'énergie pour pallier à des phénomènes imprévus, comme par exemple une maintenance d'un groupe électrogène, ou pour pallier peut-être l'inertie de démarrage aussi d'un groupe électrogène. Le rôle du contrôleur dans tout ça, il est double, hein, c'est à la fois de bien gérer les charges et décharges des batteries. Ce qu'il faut bien faire attention aussi, c'est que les batteries se dégradent plus on fait de cycles sur les batteries. Donc, il y a une optimisation à faire sur la durée de vie des batteries. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le déclenchement ou l'arrêt des générateurs qui sera piloté par le contrôleur. Donc maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de se mettre dans la peau finalement d'un exploitant d'une grande centrale solaire. Donc, on a notre centrale, on a notre générateur, notre batterie, on alimente une application industrielle, ici un site minier, et notre système outil de pilotage. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que la veille, enfin, du moins, on a prévu pour le lendemain une journée par ciel clair. Donc, on a prévu un certain type de fonctionnement des générateurs et la production photovoltaïque. Et ce qui peut se produire, c'est souvent des phénomènes imprévus en milieu de journée où on va avoir un passage nuageux qui peut nous réduire, en fait, ce passage nuageux, la consommation, en fait, la production de la centrale photovoltaïque en l'espace de quelques minutes. Donc, si nos batteries ne sont pas assez chargées, le temps de démarrer un nouveau générateur, on a des forts risques de blackout. Donc, l'idée de tout l'enjeu de la prévision, c'est de prévoir pour anticiper du pilotage. Ce qui est intéressant également de faire avant de se lancer dans la construction de ce type de centrale, c'est de faire des simulations numériques. Ces simulations numériques, effectivement, sont assez importantes pour bien dimensionner les différents organes que sont la centrale solaire, l'outil de stockage, mais également le générateur. Si la centrale est pensée dès l'installation de l'exploitation minière, on peut réduire la taille des générateurs. Bon, là, ce n'est pas le cas. Et donc, cette simulation numérique, il y a trois organes. Il y a à la fois, il nous faut un modèle numérique du système pour ça. Donc, numériser le fonctionnement du système, à la fois des générateurs, des batteries, de la centrale solaire, mais également modéliser la consommation du site minier. Et ensuite, on va récupérer également des outils de prévision de la ressource solaire et tout ça, on va le mettre en input dans la numérisation également d'un outil de pilotage, ce qui nous permet en fait d'essayer de tirer l'optimum en CAPEX et en OPEX, hein, notamment à regarder quel est l'optimum en termes de prix d'électricité et voir également qu'est-ce qu'on peut obtenir en optimisation sur le taux de pénétration de NR dans la centrale. Les enjeux de la prévision de la ressource solaire, donc pour ce type d'application, c'est avant tout pour faire de la planification opérationnelle. Donc, souvent de la veille pour le lendemain, ou voire même le matin même, c'est que l'idée, c'est d'avoir une répartition, c'est de créer une répartition à la journée du nombre de générateurs qui seront nécessaires pour faire fonctionner la centrale, mais c'est également de voir quelle utilisation on va faire de la batterie pour optimiser notamment les cycles. Donc là, on a besoin plutôt d'une prévision qui va se faire à la journée. On appelle ça une prévision infrajournalière. Ensuite, on a la détection de passages nuageux. Donc, on l'a vu sur l'exemple précédent.
On est plutôt sur des besoins à court terme, inférieurs à 20 minutes pour détecter des passages nuageux imprévus. Ce qui permet en fait cette détection fine de déclencher des générateurs supplémentaires si besoin, ou alors d'arrêter des générateurs dans le cas de ciel clair. Donc, il y a un réel défi technologique sur évaluer ces détections de passages nuageux, notamment pour maîtriser des phénomènes aléatoires qui peuvent interagir dans le ciel. L'autre enjeu, c'est en fait de donner des indicateurs de performance qui soient pertinent pour les applications. Notamment, on peut évaluer la performance d'une prévision à travers d'outils statistiques, mais c'est beaucoup plus conseillé d'avoir des indicateurs qui vont aller vers des métriques métiers, et notamment comment évaluer en fait l'optimisation de ce type de centrale-là. Là, ici, ça se fait à travers des outils comme le LCOE, qui sont un coût normalisé, globalisé pardon, de l'électricité sur la centrale, et qui intègre notamment le coût de l'électricité des générateurs. Donc, toute l'idée, c'est quelle valeur la prévision va apporter sur le retour sur investissement de projet. Il y a une notion de communication qu'il faut bien intégrer. Il faut avoir des protocoles, il faut pouvoir être assez souple sur les protocoles de communication entre les organes de prévision et le système de gestion d'énergie. Il faut pouvoir s'adapter aux protocoles de communication du système d'énergie. En général, sur des sites isolés, il y a plutôt des protocoles industriels de type filaire, en local, Modbus qui sont utilisés. Mais on a de plus en plus maintenant de contrôleurs, si on a de la connexion, par exemple, Internet, qui peuvent fonctionner donc en se connectant sur Internet et en récupérant de la donnée via des API. Donc là, on pourrait imaginer également des outils de prévision, des solutions de prévision en mode SaaS à distance. Alors, la prévision à court terme, pour faire notamment la détection de passages nuageux, je l'ai dit, nous, on le réalise à partir de caméras à grand angle de champ. Il faut que ces outils hardware aussi soient assez robustes aux conditions climatiques qui résistent à la poussière et aux températures extrêmes qu'on peut rencontrer. Et enfin, un peu pour présenter les solutions qu'on développe, alors ça, c'est la solution pour la prévision à court terme de la ressource solaire qui exploite en fait ce qu'on appelle donc un Sky Imager qui va prendre des vues du ciel à 180, donc sous forme d'images à haute définition. On réalise tout un tas de traitements sur ces images qu'on va imbriquer en fait dans des algorithmes d'intelligence artificielle, donc qui nous permettent en fait de pallier en fait à tous ces phénomènes aléatoires qui interagissent dans le ciel, qui sont très compliqués à modéliser, qui seraient très lourds en charge calculatoire. Donc, l'idée, c'est d'aller développer des outils d'intelligence artificielle qu'on vient coupler également à des mesures d'éclairement sur site. En sortie de ces modèles, on obtient une prévision à court terme inférieure à 20 minutes sur des pas de 1 minute qui nous permettent d'avoir une détection fine des masses nuageuses. Le deuxième soft qui est développé, c'est un soft pour la prévision infrajournalière, donc une prévision à la journée de la ressource solaire, qui utilise ici uniquement donc, les capteurs de mesure sur site d'éclairement, qu'on vient imbriquer également dans d'autres outils de machine learning pour nous donner finalement une prévision à 24 heures par pas de 15 minutes. Donc, en conclusion, sur le cas d'usage, c'est qu'il est intéressant l'intégration de l'ENR dès la conception du microgrid pour optimiser les coûts de CAPEX, notamment les coûts liés au générateur. Si d'emblée, on décide d'équiper l'ensemble de la centrale au moment de la construction de l'application industrielle ou de l'exploitation minière, on pourrait optimiser le générateur, optimiser les batteries, optimiser la centrale photovoltaïque. Une phase de simulation, on a vu, peut s'avérer très, très pertinente et importante pour optimiser donc, tout ce dimensionnement et qu'on intègre dans ces phases de simulation effectivement l'organe de contrôle et la prévision. Il faut également avoir en tête la durée de vie des applications industrielles pour le calcul des retours sur investissement projet. Pour des exploitations minières, on est sur des applications industrielles, on est sur des exploitations industrielles qui durent environ 10 ans. Donc, il faut bien évaluer tout ça au regard du coût. En termes de prévision de la ressource solaire, les conclusions, c'est qu'on a vu que les métriques utilisées pour évaluer la performance sont un facteur clé en fait, pour optimiser le système et plutôt privilégier donc, des systèmes, des indicateurs de performance qui sont des indicateurs de performance de métier en complément en fait, d'indicateurs de performance purement statistiques. 3 minutes. Ouais, il n'y a pas de taille minimale forcément pour
pour utiliser des outils de prévision pertinents, il faut attention toutefois au coût des solutions qui doit être mis en perspective au regard des retours sur investissement de projets. Et ces phénomènes-là peuvent être généralisés sur d'autres cas d'usage. Notamment, on a vu la régulation du réseau électrique dans des scénarios où on va avoir des fortes pénétrations de capacités solaires. Merci. Ah, mais du coup, ah oui, on avait presque fini. Oui, c'est conclusion. Parfait, bon ben, efficacité. Et je peux récupérer quelques minutes, c'est parfait. Merci beaucoup. Du coup, je suis pris de court. Mais c'est nickel, comme ça je récupère 2 minutes sur le timing. Merci beaucoup. Donc toujours pareil, s'il y a des questions, n'hésitez pas à échanger dans les commentaires du webinaire. Et donc après César, c'est à Prosim d'intervenir. Et donc Gabriel Turzo, normalement, voilà, je vois que sa webcam s'affiche. Ça bouge. Bien, merci. Donc là, on continue à parler d'optimisation, mais là, on est sur les optimisations industrielles. Gabriel, je vous laisse partager votre écran. Hop, je libère de mon côté. Et ça devrait normalement être bon pour vous. Alors, vous n'êtes pas en plein. Voilà, vous êtes en plein écran, on vous voit bien, on vous entend bien, c'est parfait. Super, je lance le chrono. Moi aussi, je lance le chrono, comme ça, on est bon. Bonjour à tous et merci beaucoup. Je suis Gabriel Turzo, ingénieur d'affaires depuis 7 ans chez Prosim. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment le numérique peut aider à l'optimisation énergétique de l'industrie. On en a parlé déjà plusieurs fois grâce aux précédents intervenants. En plus de savoir comment on va produire et comment on va utiliser cette énergie, il est indispensable d'aider les industries, toutes les industries, à réduire drastiquement leur consommation énergétique pour que toutes les projections et tous les plans que l'on a imaginés pour le futur puissent fonctionner. Ça a été dit plusieurs fois auparavant. Du coup, je ne vais pas tourner autour du pot puisque, en plus, le temps nous est compté. Du coup, l'agenda aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement Prosim, la société, notre activité, vraiment très, très rapidement pour aller directement sur un cas d'étude. C'est un vrai cas concret que je vais vous présenter sur lequel on a bossé, qui peut être applicable à tout un tas d'autres industries. Du coup, en fonction de votre activité dans l'énergie, ça peut être applicable par vous-même à vos clients ou par vous-même à vos partenaires ou directement par vos clients ou vos partenaires qui seront, eux, les consommateurs au bout de la chaîne, tout en aval de l'énergie. Du coup, très rapidement, pour entrer dans le vif du sujet, Prosim, nous sommes une entreprise indépendante trentenaire. On est basé à Toulouse, juste à côté de Toulouse, à la Beige, et à Philadelphie, aux États-Unis, en Pennsylvanie. Et on est une équipe, on va dire, divisée en 2 grandes familles, des ingénieurs et docteurs en génie chimique, moi je fais partie de cette équipe-là, et des ingénieurs en informatique, étant donné que notre activité est vraiment située au milieu de ces 2 activités. On va le voir plus tard. Ça nous permet de voir les problèmes industriels vraiment d'un côté génie chimique et génie des procédés pour travailler au cœur vraiment du système, tout en aval les utilisateurs d'énergie industrielle, évidemment. Donc notre activité, le CAPE en anglais, en français, l'ingénierie des procédés assistés par ordinateur, c'est là où le numérique prend tout son sens pour nous. Donc, on peut diviser notre activité en 3 sous-activités. L'édition de logiciels, nous éditons nos propres logiciels pour faire tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ce qui permet aux gens finalement qui les achètent de pouvoir faire par eux-mêmes ce type d'études pour optimiser leur consommation par eux-mêmes. On fournit également des prestations de services à nos clients, donc on peut finalement nous-mêmes travailler pour ces utilisateurs d'énergie pour essayer de réduire leurs factures et leur consommation d'énergie. Et on fait également pas mal de R&D dans ce même domaine pour essayer d'améliorer nos outils ou nos façons de travailler, nos outils numériques notamment. Donc tout ceci pour faire de la modélisation, de la simulation et de l'optimisation de procédés. C'est important, c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est le process. C'est pour ça que je disais qu'on travaille très en aval de la chaîne de l'énergie. Donc c'est un domaine qui est plutôt vaste, on peut voir, c'est du calcul de propriétés thermo, de l'équilibre entre phases, ça peut être du dimensionnement d'équipement, de la conception d'équipement, mais ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, c'est la partie intégration énergétique, optimisation de la production d'utilité, et la partie bilan exergétique. Alors pour certains, l'exergie, ça peut ne pas être très parlant. Je vous expliquerai vraiment très rapidement ce que représente finalement un bilan exergétique et de l'exergie au travers de ce cas d'étude. Donc passons maintenant directement sur le cas d'étude.
quelques généralités. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Mais sachez que c'est un vrai cas qui représente un atelier de production d'ester d'huile végétale et de glycérol. Hein. Donc, on produit ces esters notamment pour être utilisés en tant que carburant. Et le glycérol a plein de débouchés au niveau chimique, hein, des médicaments, des cosmétiques. Donc, c'est un gros atelier. Vous avez ici en bas une belle réaction chimique sur ce qui se passe dans cet atelier, mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. On va s'intéresser plutôt à la partie énergétique. Donc, la première chose que l'on va faire quand on va arriver sur cet atelier, sur cette usine complète, c'est modéliser ce qui s'y passe grâce à nos outils. Vous avez ici un exemple de modélisation pour comparer finalement le fonctionnement de l'unité aujourd'hui, la vraie unité, par rapport à un fonctionnement théorique. Qu'est-ce qu'il se passerait dans l'unité si elle fonctionnait vraiment à son optimum dans sa configuration actuelle. Et donc là, on va pouvoir déjà trouver certains biais d'utilisation d'énergie, par exemple. Alors, si on a évidemment un écart de 2% sur un équipement, personne ne va s'affoler. Par contre, si on a une déviation de 40% sur ce qui est censé se passer théoriquement, il va falloir regarder un peu plus en détail sur cet équipement, c'est quelque chose qui se passe mal. Donc ça, c'est une première étape, finalement, de comparer le fonctionnement actuel au fonctionnement théorique de cette unité. Ensuite, on va passer à ce que l'on appelle un diagnostic pinch. Pinch pour le pincement. La méthode du pincement, c'est un algorithme, finalement, qui est pas mal utilisé dans l'industrie pour essayer de récupérer de l'énergie à l'intérieur même d'un procédé. Typiquement, vous avez ici à gauche plusieurs flux chauds à l'intérieur du procédé, c'est ce qui est en rouge ici, qui vont devoir être refroidis par des utilités froides. Donc, on va produire du froid, de l'énergie froide, on va l'appeler comme ça, pour venir refroidir ces flux chauds au sein même du procédé. Ici, vous avez une courbe température, quantité de chaleur. On va s'en servir plusieurs fois dans cette présentation. À droite, vous avez l'autre côté de l'échelle, des flux ici process bleus que l'on va devoir, qui sont froids, que l'on va devoir réchauffer grâce à des utilités chaudes, et on a ici la largeur en rouge, les utilités chaudes que l'on va devoir produire pour faire fonctionner donc ces deux parties chaudes et froides du procédé. Et du coup, la méthode pinch, on peut la comprendre comme ça. On va venir croiser l'ensemble de ces flux sur un même graphe pour essayer de récupérer l'énergie à l'intérieur même du procédé. Du coup, les flux chauds vont être utilisés pour réchauffer les flux froids, et les flux froids du procédé vont être utilisés pour refroidir les flux chauds. Ce qui fait qu'on a en vert tout ce qui est potentiellement récupérable en termes d'énergie au sein même du procédé. Donc, on va appeler ça le MER, le maximum d'énergie récupérable. C'est toute la partie verte ici, on voit que dans ce cas-là, c'est colossal. Et on va également, grâce à ce diagnostic, pouvoir estimer le minimum requis en termes d'énergie utilité froide et énergie utilité chaude que le process va consommer sur ce site. Donc, même si on va à l'optimum, à 100% de l'optimum, on va quand même devoir utiliser cette énergie côté froid et côté chaud. Donc, ça nous donne pas mal d'indications sur le fonctionnement de ce procédé. Du coup, c'est ce qu'on a fait sur ce process. Je vous ai remis à droite le même process et à gauche quelques résultats. Si on fait ce type de diagnostic et d'études sur ce process, on peut voir ici qu'on a une quantité d'énergie récupérable au maximum, ce MER de 2,1 gigacales par heure, ce qui est quand même assez grand par rapport aux consommations côté chaud et côté froid en utilité de ce site. Il va donc falloir faire pousser un petit peu plus cette étude parce qu'il y a quelque chose à faire sur ce site. C'est la première indication. Du coup, puisqu'on sait qu'il y a quelque chose à faire, on va devoir aller un petit peu plus loin et savoir comment est-ce qu'on peut le faire. Et c'est là où nos outils peuvent encore vous aider. On voit dans cette solution qu'on peut récupérer jusqu'à 2,1 gigacales par heure. Ce type d'intégration pinch, on peut le faire de tête, on peut le faire à la main, mais on va faire en général quelque chose de très local à la main. Et l'avantage d'utiliser des solutions numériques avec ça, c'est qu'on peut intégrer l'ensemble de l'usine, voire même plusieurs usines qui seraient côte à côte, pour voir s'il y a moyen de les intégrer toutes au sein d'un même réseau énergétique. Au plus on met de données à l'intérieur de ce système numérique, au plus la solution qui va être trouvée sera optimale en termes de récupération d'énergie. C'est pour ça qu'on peut le faire de tête, mais au plus on le fait de façon assistée numériquement, au plus on va trouver de bonnes solutions et de solutions optimales. Du coup, la suite, ça va être qu'est-ce qu'on peut faire pour aller récupérer ce MER ?
Pour aller récupérer ce MER, nos outils vont vous aider à trouver des solutions qui sont notamment de la mise en place d'échangeurs de chaleur au sein même du procédé pour aller donc échanger entre ces flux chauds et ces flux froids. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a créé 7 nouveaux échangeurs de chaleur. Numériquement, évidemment, ça reste de la simulation ici. Donc, ces 7 échangeurs ont été faits parce qu'on a mis une limite à 7, mais on va pouvoir voir qu'on peut augmenter cette limite. On voit à droite, dans les courbes, les bâtons bleus, ce sont les quantités d'énergie par échangeur de chaleur qui vont être récupérées par rapport au MER total qui est ici la courbe en pointillé violette. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un principe de Pareto sur cette étude et sur tous ces types d'études finalement. On voit qu'au départ, on récupère énormément d'énergie avec les quelques premiers échangeurs et ensuite on a une courbe qui vient s'aplatir et on vient récupérer de moins en moins d'énergie au fur et à mesure qu'on rajoute des échangeurs. C'est ce qu'on voit ici. Notamment, on récupère 70% du MER avec uniquement 3 échangeurs de chaleur, ce qui fait environ 1,4 gigacal/heure. Et donc, on va pouvoir faire des analyses technico-économiques pour savoir si c'est utile de rajouter encore des échangeurs, ou alors si on va s'arrêter ici à 3, par exemple. Ici, on va s'arrêter à 3 dans cette étude. Donc, ces outils numériques vont nous aider à prendre des décisions. C'est vraiment de l'aide à la décision sur la meilleure solution possible et envisageable pour ce process-là, pour ce cas d'étude ici. L'étape suivante, ça va être les utilités. Pourquoi représenter les utilités? On va pouvoir voir si les consommations réelles du site, encore une fois, les comparaisons réelles entre les consommations actuelles du site et les consommations théoriques sont, disons, OK ou dévient vraiment de ce qu'il est censé avoir. On va pouvoir voir aussi si les utilités sont bien utilisées, notamment si on peut ajuster les utilités. Ici, on a un exemple de vapeur HP, MP et BP, donc haute pression, moyenne pression, basse pression. Et on va également voir si les utilités si les échanges de chaleur sont efficaces grâce à un bilan exergétique. Pas de panique, je vais vous parler d'exergie un petit peu après, ça sera la seule partie technique de cette présentation. Du coup, on va identifier ici des utilités. On a plusieurs réseaux de vapeur, HP, MP, BP, avec à chaque fois une pression et une température différentes pour des niveaux d'échange différents en termes de chaleur. Et on a des utilités froides. On a donc de l'eau de tour de refroidissement avec une limite en termes de température froide et de l'eau glycolée pour descendre un petit peu plus bas en termes de température. On va avoir ensuite des besoins en utilité. On va les identifier sur le process. On a des équipements qui ont besoin de vapeur HP, d'autres de vapeur MP, d'autres de vapeur BP. Ça va être la même chose pour l'eau de refroidissement ou l'eau glycolée. On va avoir des besoins différents. Et donc, en faisant la somme de chacun de ces besoins par type d'utilité chaude et froide, on va faire ce listing-là. Donc, on aura besoin de 6 gigacal/heure d'utilité chaude et de à peu près 6 gigacal/heure aussi d'utilité froide. Ensuite, on va essayer de voir comment sont utilisées ces utilités. Ici, on a le même type de graphique que tout à l'heure, avec la température à gauche et la quantité de chaleur en bas. On a tracé en rouge les flux chauds du process qui vont devoir être refroidis par de l'utilité. Ici, on n'a pas d'intégration énergétique encore. Donc, on va avoir ici les deux utilités, de l'eau glycolée en bleu en bas, le petit trait bleu, et ici, l'eau des tours de refroidissement, ce grand trait bleu horizontal. C'est un petit peu plus simple à comprendre côté utilité chaude. On a les flux process qui vont être tracés en bleu, qui vont devoir être réchauffés par de l'utilité. Et on a ici les utilités correspondantes. L'utilité basse pression, vapeur moyenne pression et vapeur haute pression. Ce qu'on voit ici, qu'on voit très rapidement, c'est que les utilités sont très éloignées des flux procédés. On voit que ces courbes rouges et bleues ici sont vraiment très éloignées l'une de l'autre. Du coup, cela signifie que les utilités ne sont pas vraiment utilisées de façon efficace sur ce site et qu'il y aurait peut-être moyen de faire mieux. Notamment, si on trace ce type de graphique, on voit qu'on va utiliser beaucoup plus d'utilité basse pression par rapport à avant l'étude. On va utiliser également beaucoup plus de moyenne pression et finalement que très peu de haute pression. Évidemment, la vapeur basse pression et moyenne pression ayant un coût plus faible à la production en termes d'énergie et aussi de coût en euros. Et donc, ce type d'études permet de voir qu'on peut faire plusieurs modifications. Il y a plusieurs modifications qui sont envisageables pour essayer d'optimiser un petit peu ce fonctionnement. Et c'est là encore, on va devoir faire plusieurs études, plusieurs scénarios avec des études technico-économiques pour voir
ce qui est le plus adapté à ce que l'on veut faire en fonction du projet de l'utilisateur final. Ça peut être une réduction drastique de la consommation, ça peut être un retour sur investissement qui va être un peu plus rapide avec un petit peu plus de consommation finalement à la fin. Voilà, selon le scénario, on peut élever le niveau de vapeur BP pour enlever la MP et la HP et avoir qu'une seule chaudière. On peut utiliser une seule toute petite chaudière haute pression parce que le besoin de pression est faible, et avoir une énorme chaudière basse pression, moyenne pression. On peut faire l'inverse, faire une grosse chaudière haute pression, puis détendre à basse pression et moyenne pression. Tout ça, ce sont des différents scénarios technico-économiques qu'on peut étudier grâce à la simulation numérique pour voir laquelle est la plus adaptée en fonction du projet. On va aller un petit peu plus loin ici, et c'est la dernière étape, disons, technique. On va parler ici d'exergie. L'exergie, pour vous faire tout ça en plus court, ça va être un bilan qui va vous permettre de voir comment est utilisée l'énergie sur votre site et où est-ce que vous détruisez potentiellement de l'énergie qui aurait pu être utilisable finalement si on ne la détruisait pas. L'étude pincement va vous permettre de mettre en avant des flux chauds et des flux froids. Donc, on parle uniquement d'énergie thermique et de niveau de température qui sont compatibles. Ici, on va parler de toutes sortes d'énergie que l'on va détruire. C'est ce qu'on voit ici sur le process numéro 1. On a une entrée à haute pression et haute température. On va détendre ce flux, donc descendre à une basse pression et une basse température pour le séparer en un flux gazeux et un flux liquide. Si on fait le procédé 2, qui s'appelle une cascade de détente, on va détendre, plutôt que de détendre directement à 2 bars, on va d'abord détendre à 25 bars pour nous produire un flux gazeux et un flux liquide. Par contre, au lieu de descendre à 91 degrés, on va descendre à 180 degrés, ce qui nous permet ici, grâce à un échangeur de chaleur, de récupérer une certaine quantité de chaleur utilisable, puisqu'on est à 180 degrés, avant de refaire notre cascade de détente pour avoir finalement les deux mêmes courants de sortie liquide et vapeur que ce qu'on avait au départ. Donc au niveau process, on va avoir exactement la même chose en 2 qu'en 1. Par contre, en 2, on a récupéré une quantité d'énergie qui peut en soi être colossale sur le process et qui n'était absolument pas visible dans la première configuration. Et du coup, c'est ce qu'on va... C'est ce qu'on va faire sur ce cas d'étude. Et on voit ici, pour passer très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails des chiffres, justement, puisque le temps nous est compté, on peut voir qu'on a réussi en cascadant deux détentes sur parce qu'il y avait deux parties absolument équivalentes sur ce process. Donc, on a deux échangeurs supplémentaires pour pouvoir récupérer la chaleur sur ces deux flux en cascade, deux ballons de séparation supplémentaires et deux vannes de détente, mais on a économisé 3,65 tonnes par heure de vapeur sur ce procédé. Du coup, si on fait l'ensemble de ces modifications et l'ensemble de ces optimisations sur le process, on peut voir qu'on a donc un process initial, le process I, qui est celui qu'on avait au départ, le process F, qui est le process final, avec toutes les modifications qu'on a envisagées. Donc, on fait recirculer le refroidissement, on préchauffe l'air de combustion, on fait l'intégration énergétique pinch dont on a parlé au début, on récupère toute la chaleur des fumées, on séquence les vannes de détente, ce qu'on a vu ici avec la partie exergie. Et du coup, tout ça va nous faire récupérer et économiser de l'utilité autant chaude que froide. On peut voir ici qu'on a diminué l'utilité froide de 30% par rapport au procédé initial et on a réduit l'utilité chaude de 17% par rapport au procédé initial. Ça, c'est en termes uniquement d'énergie. Certains vont nous parler du côté technico-économique. Eh bien, on peut ajouter cette couche grâce à nos outils en faisant une évaluation économique des différentes solutions. Et du coup, on a de nouveaux équipements qui nous permettent de faire cette économie d'énergie. Donc, ces équipements vont, grâce à nos outils, coûter environ 200 000 € en termes de CAPEX, ça on peut l'estimer rapidement. Par contre, on peut voir qu'en termes d'économie d'énergie, si on met un coût fixe sur le combustible, l'électricité par exemple, entre le procédé I et le procédé F, on peut voir que sur une année de fonctionnement de 4500 heures par an, ce qui n'est pas énorme sur la totalité de l'année, on peut voir qu'on a une économie de 510 000 € par an sur l'énergie et que donc pour un CAPEX de 200 000 € et une récupération, une économie de 510 000 € dans l'année d'énergie, eh bien, on peut vraiment faire très rapidement ce type de modification et ce qui aura un impact énorme derrière sur la consommation énergétique du site. Et je pense être pile bon sur le temps. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est super. Hop, je vais couper avant que ça sonne parce que ça ne sert à rien. Merci.
Le sujet était technique, était pointu, mais donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers Digital 113 si vous n'avez pas eu le temps de les mettre en commentaire. Là, on fera la mise en relation avec Prosim si nécessaire. Merci. Et donc, je donne la parole maintenant à Élodie Denac pardon, c'est le De nom a changé. Celsius Énergie. Oui, de Celsius. Voilà, j'avais Schlumberger, mais c'est une marque de Schlumberger. Donc, ben, allez-y, je lance le chrono. Je vous laisse partager l'écran. Hop, ça c'est pour après, pardon. Hop. Et dès que vous êtes bon, on vous entend bien cette fois-ci. Nickel. Alors, j'essaie de partager. Est-ce que vous pouvez me confirmer que Parfait, vous il n'y a voyez plus bien qu'à mon mettre en écran? plein écran. C'est parfait. C'est parti. Très bien. Donc bonjour à tous, je m'appelle Élodie Denac, je suis donc spécialiste en solutions digitales pour la géoénergie et je travaille donc pour Celsius Énergie qui est une entreprise qui est issue du groupe Schlumberger, qui est le leader en termes de forage et de caractérisation du sous-sol. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de géoénergie, de cette énergie de la Terre qu'on utilise pour réchauffer, pour refroidir les bâtiments, mais surtout vous expliquer en quoi est-ce que le numérique permet vraiment de révolutionner les installations de géothermie telles qu'on les connaît actuellement. Donc on est parti d'un simple constat qui est de savoir que le chauffage et le refroidissement des bâtiments, il est responsable de 1/4 des émissions de CO2. Donc c'est un chiffre qui est énorme, qui est alarmant. Mais aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près 70% donc de l'énergie qui est nécessaire à un bâtiment qui est en fait disponible dans son sous-sol. Donc l'objectif, c'est simplement de connecter un bâtiment au sous-sol. Et donc pour ce faire, on va creuser des puits dans le sous-sol et en hiver, lorsqu'il fait relativement froid et que par contre le sous-sol est beaucoup plus chaud, on va récupérer les calories qui vont être dans le sous-sol et on va les transmettre au bâtiment par l'intermédiaire d'une pompe à chaleur. À l'inverse, en été, on va récupérer donc toute la chaleur qu'il y a dans le bâtiment et on va la stocker dans le sous-sol pour l'hiver prochain de façon à éviter tout ce qui va être notamment îlot de chaleur. On va également récupérer donc la fraîcheur du sous-sol pour refroidir le bâtiment par l'intermédiaire encore d'une pompe à chaleur. Donc ce dont je vous ai parlé, ce n'est pas nouveau, la géoénergie, c'est quelque chose qui existe déjà, mais ce qui va être vraiment différenciateur et notamment dans notre solution, c'est cette forte composante digitale qu'on va associer. Donc le numérique, il intervient réellement dans chacune des étapes de notre solution, que ce soit depuis la conception de l'installation jusqu'à l'exploitation des données et la proposition donc, de services et de maintenance. Donc très rapidement, pour vous expliquer, au niveau de la conception, donc, on va réaliser un certain nombre de modèles physiques qui vont intégrer donc des données multiples, des contraintes, et on va pouvoir proposer une solution qui va intégrer toutes ces contraintes-là, une solution optimisée, donc de manière à répondre aux besoins de notre client, mais également aux contraintes que ce client peut avoir. Au moment de l'installation donc de tout ce système géothermique, donc on va utiliser une plateforme de collaboration de façon à pouvoir collaborer directement avec l'ensemble des acteurs du chantier qu'on va avoir et on va avoir recours également à des solutions digitales, numériques qui vont nous permettre de s'assurer du bon fonctionnement, de la bonne réalisation de l'installation du système. Et pour finir, une fois que le système sera installé, on va mettre en place un jumeau digital qui va nous permettre donc d'optimiser l'énergie en temps réel, mais également garantir la performance sur le long terme de l'installation et s'assurer notamment qu'on a une réelle diminution en termes de gaz à effet de serre. Donc, je vais vous proposer maintenant donc, de découvrir un petit peu cette révolution numérique à travers un cas d'usage, donc qui est celui d'un bâtiment de bureau. C'est le bâtiment de bureau dans lequel une bonne partie de l'équipe de Celsius Énergie siège. C'est un bâtiment donc, qui se trouve en région parisienne, une région urbaine très dense.
donc sur le site de Schlumberger. C'est un bâtiment qui fait à peu près 3000 m², donc on a 200 employés dans ce bâtiment-là. Un bâtiment qui a été construit dans les années 60 hein, et qui était réchauffé en utilisant du gaz et refroidi avec de l'air conditionné. Donc, je vais vous proposer de suivre les différentes étapes de la réalisation de ce projet-là, de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu comment est-ce que le numérique rentre en symbiose avec notre solution. Donc, je vais vous parler donc de la conception en amont de la solution, de la réalisation de l'installation, mais également de l'exploitation de cette installation de manière à pouvoir proposer des services, mais également de la maintenance. Donc, on va commencer donc par la conception de la solution. Donc, en amont du projet, donc on va commencer par concevoir une solution. Cette solution, elle va intégrer un certain nombre de contraintes, de paramètres et notamment 3 organes, si je puis dire, donc qui sont les besoins du bâtiment. C'est important de proposer une solution qui va répondre aux besoins qu'on va avoir dans ce bâtiment-là. On va devoir également prendre en compte toutes les contraintes qu'il va y avoir en surface puisqu'il y a un forage qui va être réalisé. Et on va devoir également intégrer le potentiel du sous-sol à pouvoir échanger la chaleur. Donc, je vais vous proposer déjà de comprendre où est-ce que le numérique intervient dans chacune de ces organes et par la suite continuer avec cette solution intégrée. Donc la première chose qu'on va prendre en compte, ce sont les besoins du bâtiment. Donc on va commencer par identifier ces besoins, hein, des besoins en termes de chaud, de consommation en chaud, en froid, en eau chaude sanitaire. Donc on va récupérer un certain nombre de données auprès de notre client ou auprès de nos partenaires et on va pouvoir construire en fait un modèle, une simulation thermique dynamique afin de modéliser les besoins du bâtiment et de pouvoir proposer un dimensionnement adapté de l'installation. Ensuite, on va prendre en compte les contraintes qu'on va avoir en surface. Donc pour ce faire, on va extraire des données provenant de différentes bases de données, des données qui sont très hétérogènes, hein. Par exemple, on va tenir compte du cadastre parce que c'est très important qu'on reste dans la parcelle cadastrale. On va prendre en compte également des données de réglementation, hein. Si par exemple on décide d'opter pour la géothermie de minime importance, il faut qu'on s'assure qu'on a bien le droit d'effectuer cette installation et en respectant notamment la réglementation. On va également prendre en compte d'autres paramètres comme par exemple la présence de canalisation ou encore ici dans notre cas d'usage, vous voyez qu'on a un parking gigantesque, hein, on a 200 employés sur place et on a également d'autres bâtiments à côté et d'autres données qui vont être très importantes pour pouvoir dimensionner au mieux le système, telles que par exemple la température de surface. Donc toutes ces données-là, on va les collecter, on va les stocker, on va les valoriser, on va les utiliser pour dimensionner notre solution. Troisième organe très important, c'est le potentiel géothermique. Donc, pour ce faire, on va procéder un petit peu de la même manière. On va extraire des données provenant de différentes bases de données, des bases de données publiques, des bases de données privées. Donc, en termes de données, cette fois-ci, on va utiliser des données géologiques hein, qui proviennent par exemple du BRGM, qui est le Bureau des ressources minières et géologiques. Donc des données sur le type de roche qu'on va avoir, sur les structures qu'on va retrouver à l'intérieur de ces roches-là, mais également des données hydrogéologiques, à savoir quel type de fluide, en l'occurrence ici l'eau, circule, quel va être le débit, où se trouve réellement l'eau, comment est-ce que l'eau va avoir un impact sur l'installation. Donc ces données-là qui sont très hétérogènes, donc on va les collecter, on va les homogénéiser, on va les stocker, les valoriser et elles vont être utiles pour permettre de générer donc une modélisation du potentiel géothermique. Donc ces données elles vont être également très importantes hein, puisqu'on va les utiliser pour pouvoir prédire en amont les risques de forage qu'on va pouvoir rencontrer. Et par conséquent, adapter ou choisir la meilleure technique de forage pour aborder cette installation. Donc, tous ces éléments dont je vous ai parlé, donc, ils vont être intégrés dans une solution qui est unique, qui va nous permettre donc de proposer un modèle thermique, hein, un modèle des échanges qu'il va y avoir dans le sous-sol. Et l'intégration de toutes ces données-là, elle est fondamentale parce qu'elle va nous permettre de garantir une performance sur le long terme de cette installation. Mais également, elle va nous permettre de s'assurer qu'on respecte bien la réglementation et ça sur le long terme notamment.
Donc cette solution, elle va être également optimisée en fonction d'un certain nombre de paramètres. Donc ça peut être des contraintes, par exemple, du client ou même des objectifs, si l'objectif du client est de baisser les émissions de carbone. Donc c'est un certain nombre de paramètres qu'on va pouvoir ajouter dans notre solution. Et on va avoir une proposition automatique du nombre de mètres linéaires à creuser, du nombre de puits, mais également du positionnement et de la représentation de ces puits dans l'espace. Donc en ce qui concerne le cas d'étude, comme vous avez pu le remarquer, comme je l'ai mentionné, on va avoir un parking en surface. On est dans une zone qui est urbaine très dense, donc on va avoir recours à un forage en étoile, comme vous le voyez un petit peu sur l'image ici, de façon à avoir une très faible empreinte en surface et ne pas déranger, on va dire, toute l'organisation qu'il y a autour, toute la logistique qu'il y a autour et les personnes notamment qui travaillent. Et pour finir, on va réaliser une modélisation du local technique. On va modéliser le local technique de façon à pouvoir le dimensionner. On va y ajouter une pompe à chaleur. Vous pouvez voir ici le circuit de distribution en chaud, le circuit de distribution en froid, le circuit de distribution géothermique qui va par la suite rejoindre le sous-sol. Et toutes ces installations-là, elles vont être munies d'automates qui vont nous permettre de piloter en fait le système. On va avoir des capteurs, des actionneurs, des vannes et tout ceci va nous permettre de construire un jumeau numérique qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Donc toute cette première partie-là, elle concernait vraiment la conception de la solution. Donc maintenant, on va passer à la réalisation de l'installation. Mais avant de réaliser cette installation, il y a un certain nombre de petits détails qu'on va ajuster et notamment on va s'assurer de planifier correctement l'installation. Donc on va utiliser une plateforme de collaboration des différents acteurs du chantier de façon à pouvoir collaborer efficacement. Et on va également réaliser ce qu'on appelle un puits test. Donc c'est un premier puits qui va être creusé. Ce premier puits, il est très important. On va le munir, on va l'instrumenter, on va le munir d'un certain nombre d'équipements et notamment de fibres optiques. Et on va pouvoir mesurer la réponse thermique du sous-sol, ce qu'on appelle du coup un test de réponse thermique avancée. Lorsqu'on utilise de la fibre optique. Et ça va être fondamental parce que ça va nous permettre de valider le modèle thermique qu'on avait fait en amont et de conforter dans le nombre de puits, dans la représentation dans l'espace de ces différents puits-là. Donc on va également récolter pendant le forage ce qu'on appelle des cuttings. Ce sont des débris de forage, donc ils sont très importants. On va les analyser, on va les photographier, on va faire de la reconnaissance d'images. Et grâce à cela, on va pouvoir évaluer les risques qu'on va rencontrer sur le forage et par conséquent pouvoir sélectionner la meilleure technique de forage, sélectionner les meilleurs équipements de façon à optimiser le forage et diminuer les coûts d'opération, d'installation. Et donc une fois qu'on a cette validation du modèle avec des données qui sont vraiment réelles, qui ont été mesurées, on va pouvoir procéder à l'installation. Donc lorsqu'on va forer les différents puits, on va les instrumenter, on va mettre un certain nombre d'équipements au niveau de ces puits-là pour vérifier qu'on a bien la trajectoire qu'on avait planifiée initialement. On va pouvoir contrôler cette trajectoire en temps réel et s'assurer que ce qu'on fait correspond bien à ce qu'on avait initialement prévu. On va également procéder à l'installation du local technique, un local technique qui va être connecté, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure. Il va permettre de collecter un certain nombre de données. Par exemple, on va pouvoir mesurer la température, la pression, et ces données-là, on va pouvoir par la suite les exploiter afin de proposer des services ou même de la maintenance.
Et donc, je continue avec cette dernière partie. Donc, tous ces capteurs donc, vont nous permettre de pouvoir donc, récolter un certain nombre d'informations et notamment de s'assurer du bon fonctionnement de l'installation et de garantir que l'installation elle va être performante, y compris sur le long terme. Donc pour ce faire, on va avoir recours à une architecture IoT Edge, hein. On va pouvoir déployer la solution aussi bien de façon locale que dans le cloud. On va avoir également une solution qui est scalable, hein, qui s'adapte à différentes échelles et qui est multi-utilisateur. Donc, on va également s'assurer de l'interopérabilité des données, hein, de façon à pouvoir proposer aux clients un accès programmatique, par exemple de type API, s'ils ont besoin d'utiliser ces données-là dans leur solution digitale interne, solution numérique interne. Et donc pour finir, on va proposer également un tableau de bord, hein, qui va nous permettre donc d'analyser toutes ces données, toutes ces informations qu'on va récupérer. Donc ici, par exemple, l'image que vous pouvez voir, il s'agit du tableau de bord du cas d'usage. Donc sur ce tableau de bord, on peut vérifier, donc on peut constater l'optimisation en temps réel de l'énergie. On peut constater également les économies qui vont être réalisées, mais également la diminution en termes d'émissions de CO2. Donc, par exemple, dans le cas d'usage, on voit ici, donc, je ne sais pas si vous arrivez à bien le distinguer, mais on a une réduction des émissions en CO2 de l'ordre de 92%. Et donc pour conclure, donc le numérique, il apporte une réelle valeur ajoutée aux installations de géothermie classiques. Le numérique, il intervient dans chacune des étapes de la solution Celsius Energy, que ce soit donc depuis la conception jusqu'à l'exploitation. Donc on va l'utiliser notamment pour dimensionner en amont la solution. On va l'utiliser pour anticiper les risques de forage qu'on va rencontrer. On va l'utiliser pendant le forage pour s'assurer de la bonne réalisation du forage, du bon fonctionnement des opérations. On va également l'utiliser après pour pouvoir exploiter les données, pour garantir la performance de l'installation sur le long terme, s'assurer du bon fonctionnement de cette installation-là et s'assurer que la solution, elle est fiable. Donc le numérique, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir un réel gain de temps dans chacune de ces étapes-là, parce qu'on va pouvoir proposer une solution qui va intégrer des données, des contraintes multiples en même temps, et une solution qui va être vraiment optimisée en fonction des besoins du client, en fonction des contraintes que le client va avoir. Et donc c'est vraiment fondamental, hein, pour pouvoir propulser la géoénergie telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Et donc, ça va être fondamental pour pouvoir connecter les bâtiments à la Terre et notre société à la transition énergétique. Et donc là, pour finir, je vous propose donc de voir une petite image donc, correspondant à l'empreinte en surface de l'installation du cas d'usage, hein, du bâtiment dans lequel la majorité des employés de Celsius Energy et ainsi que quelques collègues autour. Eh bien, merci, Je vous je n'ai même remercie. pas eu à rappeler le timing, il restait une cinquantaine de secondes. On est parfait dans les temps. Et du coup, on arrive sur notre dernière intervention de la matinée. Le temps est hyper bien respecté, donc merci à tous. Et donc, Grégoire Mario du CEA Tech va nous présenter un peu ce qu'il est possible de faire avec le CEA Tech sur ces sujets-là. Le micro n'est pas actif. Bonjour. Ah, super. Est-ce que vous m'entendez bien? On entend bien. Et on vous je vais voit. laisser la caméra éteinte. Hein, je vous la montre une fois quand même pour vous voyez ma tête, mais j'ai pas de bande passante. Bonjour on à voit tous. très bien l'écran aussi, donc tout va bien. Bon, parfait, super. Je lance mon minuteur. Hop. Et je démarre. Eh bien, merci à Digital 113 pour cette opportunité de présenter CEA Tech. Donc j'ai fait cette courte présentation en 2 temps. D'abord, rappeler ce qu'est le CEA, parce que c'est un objet un peu protéiforme, donc c'est bien toujours de rappeler ce qu'est le CEA, et puis quelques exemples d'actions que les laboratoires de CEA Tech ont pu mener sur des projets numériques pour le domaine de l'énergie. Alors, donc le CEA, c'est
c'est un organisme de recherche. C'est le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Le CEA, ça fait 20 000 personnes. Ce sont 20 000 chercheurs qui sont répartis en 4 grandes parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle la direction des applications militaires, donc des applications de défense, où là, on va s'occuper du sous-marin nucléaire et puis de la force de dissuasion nationale. La deuxième partie, c'est une direction des énergies qui va regrouper les forces de recherche dans le démantèlement des centrales et la recherche dans le domaine du nucléaire civil. On a également une activité économie circulaire en cours de développement sur cette partie-là. Ça se fait 10 000 personnes. Les autres 10 000 personnes vont travailler soit dans la direction de la recherche fondamentale. Donc là, c'est vraiment un laboratoire de recherche académique autour des sciences de la matière, des sciences du vivant. Et enfin, le quart qui reste va faire de la recherche technologique. Donc, la recherche technologique, c'est le développement de briques technologiques qui sont donc plus matures que la science académique. Cette partie du CEA, elle a une marque qui est CEA Tech. Donc CEA Tech, quand on en parlait, c'est pas une surcouche supplémentaire, c'est 4 500 chercheurs qui sont dédiés à faire de la recherche technologique. On est régulièrement cité dans les organismes innovants, dans le top 100 du Global Industry, par exemple, et puis par Reuters, on a eu des labels par rapport au nombre de brevets qui ont été déposés. Alors, le CEA Tech, qui représente le quart du CEA, représente 4 500 salariés, 4 500 chercheurs. On pose entre 600 et 650 brevets par an. Et on a un budget annuel qui tourne autour de 650 millions d'euros. Sur ce budget annuel, 25% vient d'une subvention de l'État et le reste vient de recettes externes, qui sont des projets collaboratifs, des grands projets collaboratifs européens ou des projets que nous menons pour le compte de partenaires industriels. Et ça illustre vraiment notre mission, qui est de produire des technologies pour les diffuser au sein de l'industrie. Donc, chaque année, on réalise plus de 1000 projets de recherche partenariale, 1000 projets Indus, on pose des brevets, et on représente, le nombre de nos contrats représente environ 25% de la recherche bilatérale française. CEA Tech est divisé en 4 grands instituts. Voilà. Un institut dédié au numérique qui s'appelle le LIS, qui est basé principalement sur le plateau de Saclay, où là on va travailler sur l'ingénierie des logiciels, les systèmes interactifs de réalité virtuelle, de réalité augmentée, les jumeaux, développement de jumeaux numériques, mais également des laboratoires spécialisés dans la data intelligence, le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle et la blockchain. Un deuxième institut de recherche qui est le LETI, basé à Grenoble, qui va être spécialisé dans tout ce qui est micro et nanotechnologie. Et par extension, on va développer des projets autour de capteurs, d'IA embarqués, de cybersécurité, mais également d'IoT. Enfin, le LITEN, qui est un institut basé entre Grenoble et Chambéry, est l'institut leader en France de recherche sur les énergies nouvelles et les nouveaux matériaux. Donc, on va faire des nouveaux matériaux, fabrication additive 3D, notamment céramique, polymère, métal, mais également travailler sur l'ensemble du panel des énergies nouvelles que sont l'hydrogène, le solaire, qui soit thermique ou photovoltaïque, la mobilité électrique et le développement de batteries. Enfin, un 4e institut est né en 2013 pour diffuser ces technologies en région. Donc, la mission étant de diffuser les technologies vers les industriels français. Nous sommes basés sur l'ensemble des petits points verts qu'on voit sur la petite carte en bas à droite, et notamment en Occitanie. On a une implantation à Toulouse avec 175 personnes sur site et 2 personnes à Montpellier. Je suis basé à Montpellier. Bonjour à tous. Donc pour finir sur le positionnement de CEA Tech, notre mission, c'est donc, encore une fois, de produire et diffuser des technologies pour en faire bénéficier l'industrie. Donc, on voit sur cette échelle des TRL, donc l'échelle de maturité d'une technologie. À gauche, la science, donc les laboratoires académiques, TRL 1, c'est une idée. Et puis à droite, le monde privé, avec les industries, les bureaux industriels, les bureaux d'études, les sociétés privées, dont on a vu des présentations tout au long de cette matinée. Donc, notre rôle, ça va vraiment être de faire mûrir des technologies dans nos laboratoires pour pas faire de la preuve de concept, excusez-moi pour le U qui manque, jusqu'au développement industriel. Pour que arriver à, une fois que ces technologies sont maturées, pouvoir les transférer à un stade pré-industriel à nos partenaires privés qui vont en faire des produits et les commercialiser. Donc, nous ne sommes pas un bureau d'études, nous sommes un centre de recherche avancé. Dans le domaine de l'énergie, donc on a de l'énergie à Grenoble, à Chambéry, au niveau du LITEN, on a développé certains briques technologiques logicielles
autour de la construction du planning des centrales énergétiques, donc des outils de simulation et des outils de dimensionnement optimal, des outils de développement du contrôle de ces centrales énergétiques. On a des outils qui vont donc permettre de faire du prédictif et du suivi d'informations, et enfin des outils de diagnostic et de pronostic. Ces outils sont des briques logicielles qui ont vocation à être intégrées par des éditeurs de logiciels ou par nos partenaires industriels dans des logiciels. Nous ne sommes pas un éditeur de logiciels. Quelques exemples d'utilisation de ces outils pour illustrer l'action. Donc ici, un exemple de collaboration avec la société Valorem qui avait une problématique de stockage de l'électricité pour des installations éoliennes en zone cyclonique. Donc là, il fallait dimensionner la batterie, chose qu'on a faite. On a fait des propositions, en tout cas, de dimensionnement de batterie. Nous avons développé des algos de pilotage et nous avons aidé le partenaire à les intégrer à son système d'information en lien avec une troisième société qui était spécialisée dans le numérique. Et enfin, nous avons pu valider nos algos sur un micro-réseau. Nous disposons d'un micro-grid dédié à la R&D à Chambéry, au sein de l'INES, qui est l'Institut national de l'énergie solaire, dont fait partie le CEA. Donc ça, c'est vraiment un projet de R&D pour un cas très particulier qui était d'installer de l'éolien en zone cyclonique. La problématique de la zone cyclonique, c'est que de temps en temps, il faut arrêter le productible quand il y a une alerte. Il faut néanmoins avoir une réserve d'énergie, donc il faut dimensionner ce stockage. Un deuxième exemple de réalisation, là pour une société, une start-up qui s'appelle DriveEco. Et cette société est venue nous voir en fait pour l'aider à optimiser la recharge des véhicules électriques avec de l'énergie photovoltaïque produite sur la zone de recharge ou sur une zone de recharge sur le territoire qui était en production excédentaire. Donc là, le réseau électrique servait pour le transit entre deux stations de bande de recharge, mais le développement de nos algos a permis d'optimiser en fait l'autoproduction pour la recharge et la fourniture de ces bandes de recharge pour les véhicules électriques. Il y a également des algos de prévision et de production PV qui ont été intégrés, donc des algos qui proviennent d'une société, d'une spin-off du CEA, mais qui auraient pu provenir d'autres sociétés, évidemment, et de planification de recharge pour un véhicule électrique. Un autre exemple dans le domaine de la gestion d'énergie et de la stabilité des micro-réseaux. Donc là, on dispose d'un logiciel, d'une plateforme logicielle en fait, qui embarque 10 ans d'expertise de nos chercheurs dedans, qui s'appelle Spider, qui est un logiciel paillasse, un laboratoire sur lequel on peut faire des cas d'application qui, eux, peuvent être transférés au monde industriel. Donc, ce que nous avons fait, c'est de modéliser un micro-réseau et dans un monde îloté et dans un mode réseau connecté. Nous avons également aidé la société à développer des algorithmes de gestion des réserves pour valider la stabilité par une simulation de ce micro-réseau. Et enfin, nous avons pu développer des algorithmes de stockage et d'optimisation de la part photovoltaïque. On parle beaucoup de photovoltaïque depuis le début de cette présentation, mais au sein du CEA, on a des laboratoires qui vont travailler dans la thermique, dans le solaire, dans l'hydrogène. Nous avons également des softs laboratoires à partir desquels on peut sortir de nos labos des applicatifs métiers qui permettent de faire de la gestion multi-énergie, multi-échelle. Comment on fait dans des cas très particuliers pour lesquels des solutions du commerce n'existent pas, c'est vraiment la façon dont on travaille, de gérer de la multiproduction d'énergie et de la multi-utilisation d'énergie. Là, c'est une illustration de notre bâtiment qui est à Toulouse. Donc, c'est le bâtiment Totem. Ça permet de voir notre implantation, notre empreinte là sur la zone de la Beige. Alors, certains, si les personnes de la Beige qui ont pu présenter ne connaissent pas encore CEATech, ils sont cordialement invités à une visite de nos bâtiments. Et donc, les bâtiments carrés sont les lieux qui hébergent nos chercheurs à Toulouse. Le bâtiment à droite héberge des sociétés partenaires avec lesquelles nous travaillons. Et ce bâtiment ovale est un bâtiment qui s'appelle la plateforme Totem, qui est un bâtiment RT 2012. Ce bâtiment RT 2012, donc notre ambition, c'est de le rendre intégralement autonome en énergie. C'est un bâtiment tout à fait normal. Donc, il est équipé d'hydrogène, une chaîne d'hydrogène, électrolyse, stockage, pile à combustible. Il est équipé de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Il est équipé évidemment de panneaux solaires. Nous, notre ambition, c'est
le couper du réseau, de développer l'EMS, l'Energy Management System, qui va rendre ce bâtiment intégralement autonome. Le développement est en cours. Ces développements nous ont permis de travailler à la demande de la société Futura Gaia sur le développement d'un Energy Management System un peu particulier, qui sera adapté. J'en profite juste pour faire un petit teasing, excusez-moi, pour dire qu'on est en train justement d'organiser dans le cadre de Digitalis Future une visite du bâtiment de Totem courant février ou début mars. Et donc, restez pas loin des sujets de Digitalis Future, parce que ça sera l'occasion d'aller visiter ce bâtiment. Merci beaucoup pour ce teasing. Et donc, cet Energy Management System a été adapté à une solution d'agriculture verticale. L'agriculture verticale, c'est le métier de la startup Futura Gaia, qui est notre partenaire. Elle est venue nous voir pour les aider à dimensionner et les besoins en solaire et les besoins en stockage, et également développer un algo qui pourra impacter sur ce qu'on appelle la recette de la production agricole. Donc, la recette de la production agricole, c'est vraiment le temps d'éclairage, le temps d'arrosage, et comment on fait pour modifier cette recette pour pouvoir optimiser au global la consommation d'énergie du bâtiment et dimensionner et le solaire et le stockage au mieux. Donc, c'est vraiment un travail d'optimisation multicritères, agronomique, environnemental, énergétique, évidemment, mais également économique, parce qu'il y a des analyses tech-éco qui sont réalisées en parallèle. Cet Energy Management System il y a une démonstration qui sera faite dans le laboratoire de notre société partenaire, notamment une démonstration avec un de notre autre partenaire, qui est la société Snam, que nous avons aidé pour la mise en place de batteries de seconde vie. Alors, il me reste 5 minutes. Il me reste 2 exemples. Et, ça, c'est un exemple en fait qui a été réalisé à Bordeaux, sur notre plateforme régionale de Bordeaux. CETEC est présent partout en région. Donc, le gros des moyens dans le domaine de l'énergie est à Grenoble et à Chambéry. Le gros des moyens dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la donnée, du jumeau numérique et de la blockchain sont à Saclay. Mais nous avons justement des implantations régionales pour transférer ces technologies selon des besoins industriels que les industriels nous remontent. Et là, c'est la société Keolis qui est venue voir nos équipes de Bordeaux pour déterminer le profil de consommation de leur bateau. Donc là, on voit un bateau avec une navette fluviale qui fonctionnait au fioul. Keolis a souhaité développer une navette fluviale électrique, et avant de dimensionner donc la chaîne de propulsion électrique, les batteries, le groupe motopropulseur, il a fallu connaître le profil de consommation. Dans tout projet batterie, il y a un profil de consommation qui est indispensable de connaître pour dimensionner au mieux les batteries. Et là, ce qu'ont réalisé ces équipes bordelaises, c'est d'instrumenter la navette, de récupérer toutes les données de fonctionnement, d'appel de puissance, de temps d'utilisation, de mode d'utilisation en fonction des courants, de la météo, etc. Et les données qui ont été récupérées par cette instrumentation ont pu être mises en forme et ont été analysées afin de sortir la meilleure préconisation pour faire le dimensionnement de la batterie. Dimensionnement qui a été proposé par notre laboratoire LITEN à Grenoble. Enfin, un dernier exemple, et là, j'en citerai qu'un sur les 4. Je suis peut-être un petit peu en avance. C'est l'exemple du réseau de chaleur de Grenoble, où on a un gros projet avec eux pour développer un réseau de chaleur avancé. On a travaillé avec l'agglomération de Metz et celle de Grenoble. On a développé des outils de pilotage avancés pour analyser le comportement du réseau de chaleur et du réseau de froid associé du réseau de Grenoble, modéliser la dynamique, là à l'aide d'outils type jumeaux numériques, et enfin réaliser des algorithmes de gestion avancés pour optimiser le service, optimiser la consommation énergétique de ce réseau de chaleur de Grenoble, qui est, avec celui de Metz, maintenant un des plus performants de France. Donc nous travaillons également sur ces technos réseau de chaleur, réseau de froid, mais également sur toutes les thématiques Power to Heat, pilotage avancé à l'échelle d'un quartier.
ce qui va nous différencier de solutions commerciales, c'est vraiment qu'on va être 3 minutes. pertinent. Ouais, super. On va être pertinent pour travailler sur des cas d'usage très particuliers et non pas sur lesquels il peut y avoir des technologies standards. Là, c'est vraiment pas notre travail. Voilà, j'en ai terminé. Bah, quelle efficacité! Merci beaucoup. Bon, ben, du coup, on arrive en clôture de ce format. On est resté dans le timing, donc je remercie très chaleureusement nos intervenants. Donc, tout ce qui a été présenté ici sera disponible d'ici quelques jours ou semaines sur la plateforme Digitalis Future, donc digital-is-future.digitalcentresse.fr sous forme de replay. On y présente aussi les futurs événements et aussi, si vous êtes intéressé par d'autres filières que les énergies, nous avons déjà traité la santé, le bâtiment et l'agriculture et l'agroalimentaire. Et donc, il y a beaucoup de replays et de contenus qui sont disponibles sur la plateforme, qui peuvent à la fois aider les entreprises numériques à mieux comprendre les besoins numériques de ces filières et les acteurs de ces filières à aller chercher des solutions numériques et à mieux les comprendre. Donc, n'hésitez pas à visiter la plateforme et à contacter Digital 113 si vous avez des questions un peu précises sur tout ça. Je vous remercie encore une fois très chaleureusement à la fois EDF, notre sponsor, et Muriel qui a fait l'introduction. Je remercie aussi les 6 intervenants et je vous dis à tous à très bientôt sur Digital Future et à Digital 113. Bonne journée.